Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Contournement, de Radio Contournement que j'ai pas fait depuis très longtemps. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Romain Caillard. Enchanté. Tu vas bien, Romain? Ça va très bien. Très heureux d'être là. Tu m'accueilles dans ton studio, dans un studio musical. Tout à fait. C'est la première fois que j'enregistre. J'ai enregistré une fois dans un vrai studio de podcast, enfin dans quelques fois d'ailleurs, mais dans un vrai studio musical. Enfin, c'est la première fois et c'est très cool. Franchement, en plus, il y a une petite ambiance un peu tamisée et tout, donc c'est très sympa. Donc merci vraiment de m'accueillir. On verra si les auditeurs en plus sentent l'acoustique. J'espère qu'ils seront bien. Bon, c'est ton matos qui enregistre, donc si c'est pourri, on va dire que c'est ta faute. En tout cas, c'est un super cadre et surtout, c'est une histoire assez sympa. Je vais raconter comment on en est arrivé là parce que c'est assez... voilà, il nous est arrivé plein de choses très cool depuis qu'on fait Contournement avec Erwan. Et notamment, on a reçu un jour, il y a 8 mois à peu près, je pense, un email de ta part, d'un Romain que on ne connaissait pas, qui s'intéressait au no-code, qui avait suivi des formations, qui utilisait les outils, qui était musicien professionnel. Voilà, tu joues dans un groupe qui est quand même très connu, qui s'appelle FFF. Et on a été assez agréablement surpris. Enfin, tu vois, on s'est dit, ah, tiens, c'est les choses qui arrivent dans nos boîtes mail, tu vois. Et surtout, en plus, au-delà du fait que c'était cool de se dire, bon, tu vois, de ton profil, tu nous as invités à ton concert. Donc ça, c'était aussi chouette. Et donc, je suis venu. Malheureusement, Erwan était malade, il n'a pas pu venir. Alors qu'en plus, il était à Paris et tout, donc c'était vraiment pas de chance. Mais moi, je suis venu et déjà, le concert était hyper cool. En plus, c'était très sympa à la fin d'aller au petit after show et tout, de discuter un petit peu. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude non plus d'être invité, tu vois, d'avoir le petit bracelet spécial qui t'amène. Pourtant, vous le méritez, les gars. Hein. Vous le méritez, c'est pour ça que... Écoute, non, mais ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais il nous arrivait vraiment plein de choses. Et donc, jusqu'à se retrouver à un concert d'un groupe quand même français assez mythique. Et donc voilà, on se retrouve ici parce que je me suis dit, j'ai sauté sur l'occasion quand même pour faire un petit épisode de podcast ensemble, avoir une discussion, puisque tu es un musicien professionnel, tu vas nous raconter un peu ça. Moi, c'est un monde auquel je ne connais rien du tout. Erwan connaît ça un petit peu plus que moi, étant lui-même un peu musicien, il a pas mal d'amis dans ce milieu. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment tu travailles, et ça m'intéresse de savoir comment tu utilises les outils no-code dans ce cadre-là, dans d'autres cadres aussi, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, c'est un profil en plus encore que j'avais pas eu, voilà, musicien professionnel qui tourne sur scène, qui joue dans des salles comme la Cigale et tout, donc c'est hyper cool. J'ai fait une grande introduction, franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai jamais fait aussi long. Super. Mais voilà, j'avais envie de raconter un petit peu cette anecdote. Comment toi tu te présentes ? Alors déjà, bonjour à toutes et tous qui écoutent le podcast d'Alexis, auquel donc je suis très honoré d'être invité. Voilà, avant tout, c'est ce que je t'ai répondu quand tu me l'as proposé. Repose-moi ta question, j'ai oublié ce que tu viens de dire. Comment tu te présentes ? Comment je me présente ? Là, je t'ai introduit, j'ai un peu tout dévoilé, ouais. Mais j'aime bien entendre comment aussi les gens se présentent eux-mêmes. Un truc que je dis de moi très facilement, souvent, c'est que je suis touche à tout, en fait, dans la vie en général. Alors, évidemment, en termes professionnels. Déjà, en musique, touche à tout parce que je joue plusieurs instruments. Mon instrument principal, c'est le piano. En ont découlé les synthétiseurs qui élargissent déjà les palettes et qui sont déjà des interfaces avec des boutons. On pourra y revenir. Ouais. Voilà. Quand j'étais petit, à 5-6 ans, je m'enregistrais constamment avec un dictaphone que j'avais piqué à mon oncle. Okay. Voilà, je parlais toujours dans un micro, donc je suis très bavard. Qu'est-ce que tu chantais dans le micro ou tu parlais ? Ouais, c'est déjà multi-aspect. J'en ai conscience parce que j'y ai beaucoup pensé. Je me suis beaucoup questionné. On m'a souvent questionné justement aussi sur mon parcours dans la musique. Mais même moi, qu'est-ce qui fait que j'aime tout ça ? Et je me rappelle très bien, j'aimais et j'aime toujours monter un potard qui sert à avoir du gain, du niveau sonore, et puis voir que quand je parle dans un micro, il y a un vumètre, c'est-à-dire des petites diodes qui s'allument et qui te montrent que le son rentre. Genre, ça marche, tu vois. Et je crois me souvenir que c'est un truc qui est écrit dans votre bouquin, le fameux « It works ». Tu vois. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose déjà tout petit, avec le matériel d'enregistrement qui me procurait cet effet. Cette sensation-là, exactement celle-là, en fait.
Après, il y a le fait d'être sensible, moi, personnellement, à la réécoute, les oreilles, enfin les sens, en fait. Là, il y a la vue avec les vumètres, il y a l'esprit un peu ingénieur, ça marche. Et puis, le fait de me réécouter. Il y a un côté tactile avec les potentiomètres, les potards, comme tu dis. Exactement. Et puis, peut-être un peu existentiel, entendre sa voix. D'ailleurs, plein de gens, je pense, se reconnaîtront quand je dis ça. Il y a des gens, beaucoup de gens détestent s'entendre, comme on n'aime pas trop se voir en vidéo. Ça peut, en tout cas. Je pense que ça parlera à plein de gens. Moi, alors c'est peut-être un narcissisme exacerbé, j'en sais rien, mais j'aime à la fois pas. Je suis pas fan de moi du tout. Là, je me moque, c'est pas mon truc. Mais j'aimais, surtout en tant qu'enfant, j'aimais réentendre ma voix. J'aimais le fait que je pouvais être en train de m'enregistrer et après parler aux gens, faire un peu ce que tu fais là, toi, avec moi. Et réécouter, animer des discussions. Tu faisais parler déjà des gens. Voilà. Alors, bizarrement, j'ai jamais fait de radio. C'est un truc qui reste dans ma tête comme une possibilité. C'est aussi mon plaisir que tu m'aies invité à ce podcast. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fait quelque chose, mais on peut pas tout faire. Et bizarrement, malgré ce que je raconte, c'est pas ça que j'ai suivi comme voie professionnelle et comment je me présente. Mais j'ai ce truc-là de matériel, interface, son, image. Voilà, globalement, l'audiovisuel, c'est quelque chose dans lequel moi je suis attiré et excité. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait comme études du coup ? Donc, les études, pas spécialement musicales techniques. Musicales, oui, mais pas techniques. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont dans la musique, plus ou moins, plutôt plus que moins. Pas à fond, obligatoirement musiciens, mais qui ont à voir avec la musique, avec l'art et la culture. Donc, ils ont évidemment des connaissances des réseaux. Ils m'ont soutenu quand ils ont vu que j'avais une appétence pour le son, la musique, le chant, plein de choses. Je rappelle, je suis touche à tout, donc on pourra voir les différents autres aspects. Mais mon père m'a trouvé un lycée avec une section musique. D'ailleurs, pareil, que je recommande, qui existe toujours et que je recommande à tous ceux ou celles que ça intéressera, qui, pour leurs enfants, s'ils sont assez âgés pour avoir des enfants, ou pour leurs cousins, cousines, neveux, nièces. Un lycée à Sèvres, la ville de Sèvres, en banlieue ouest de Paris. Et la section est une section qui s'appelle Brevet de technicien des métiers de la musique. Il y a un équivalent en art appliqué, qui est plus connu pour les graphistes, peintres et autres plasticiens, plasticiennes. En musique, c'est moins connu cette section. Et, parce qu'il n'y en a que 2 en France, celle de Sèvres et à Saint-Quay-Portrieux en Bretagne. D'ailleurs, je salue tous les anciens élèves si jamais il y en a dans les auditeurs. Cette section, on est au lycée dès la seconde et on a 15 heures de musique par semaine. Voilà. Donc, tout sauf instrument. On ne fait pas d'instrument, mais on fait de l'histoire de la musique, on fait de la dictée musicale et il y a un studio d'enregistrement où on peut enregistrer des œuvres musicales, parce qu'évidemment, beaucoup des élèves jouent d'un instrument par ailleurs. Mais est-ce que ça vous apprend aussi du coup à vous servir de... Tout à fait. C'est de la formation au métier d'ingé son, quoi. Ouais, ok, d'accord. Littéralement. Ouais. Et donc ma formation technique, en tout cas sur le plan du son, donc c'est une des habilités que j'ai et une formation que j'ai suivie et que je fais encore maintenant, de l'enregistrement, de la production musicale sur le plan technique, enregistrer, mixer, traiter le son. J'ai commencé au lycée, quoi. Voilà. Parallèlement à ça, et là je vais essayer d'être concis, parallèlement à ça, de l'instrument quand même, donc du piano, des cours de piano jazz particuliers. Ça c'est pareil, une chance que j'ai eu d'avoir des parents qui m'ont payé des cours particuliers. Donc l'harmonie, l'instrument en lui-même. Donc des copains que je rencontre aussi qui font de la musique, instrumentistes, quoi, en parallèle du son, tu vois, au lycée. Et un peu complémentaire. Et à l'adolescence, post-adolescence, après le bac, là j'ai un pote qui s'appelle John qui montait des soirées tous les lundis, ce qu'on appelle des jam sessions, des scènes ouvertes où les musiciens peuvent venir jouer. Donc, et sans connaître forcément les autres, tu viens, tu t'amènes ton instrument. T'improvises, voilà. Tu vois, ça c'est un truc, je fais une digression directe, mais qui m'a toujours fasciné parce que moi, comme j'y connais rien, j'ai jamais compris. Enfin, après, on m'a un peu expliqué, mais j'ai jamais compris comment c'est possible de monter sur scène avec des gens que tu connais pas et faire de la musique qui sonne bien, tu vois, en quelque sorte. Bon, après, j'ai compris qu'en fait, il y a des gammes, des trucs, bon, il y a un style, mais je trouve ça magique, tu vois ce que je veux dire ? Bah déjà, tu as un répertoire, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la culture jazz, c'est très fort ça. Ouais. La culture classique, on va lire la musique.
C'est fabuleux. Enfin, il y a des génies. Enfin, c'est des habiletés incroyables que les musiciennes ont dans la musique classique. Dans le jazz, il y a une culture du répertoire traditionnel, ce qu'on appelle les standards de jazz. Le jazz étant une musique, avec la musique classique, justement assez savante quand même, assez codifiée, assez théorisée, mais qui n'oublie pas d'être très libre, évidemment. Et cette théorisation et ce savoir-faire qu'il faut avoir quand même académique aussi pour jouer du jazz, un minimum. Tu te pointes pas à une scène ouverte de jazz comme ça sans connaître tes standards. Tu vois. Okay. C'est pas que de l'impro, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est à ce côté, tu te connectes avec les autres. Et tu as le blues. Le blues, c'est une musique, déjà, je pense que le mot, beaucoup de gens le connaissent, même s'ils ne sauraient pas décrire exactement la musique comment elle est. Et le blues, c'est des grilles, c'est des suites d'accords qui sont quand même typiques et qui se retrouvent dans plein de morceaux, en fait. Donc, quand tu es habitué à jouer de la musique, quand tu connais quelques-unes des bases, dont le blues, que tu as une formation un petit peu de jazz, etc., plus ou moins, ou soul, ou rock même, et puis qu'après, tu connais aussi tes standards dans ton style, que ce soit du métal ou n'importe quoi, je pense qu'il y a les morceaux connus. Si tu montes sur scène avec des inconnus, comme tu me disais, et que tu te demandes comment on fait, les inconnus comme toi ont plutôt envie que ça se passe bien, et donc souvent, en fait, pour s'inviter, pour se rencontrer, on va se proposer de jouer un truc. Tu connais ce morceau que tu es censé connaître parce que c'est un classique? Oui, bah jouons-le. Tu vois, et donc finalement il y a une part de prise de risque, parce que moi, vu du public, j'arrive jamais à savoir, tu vois, ce qui est improvisé, pas improvisé, tu vois, enfin je pense que c'est un mélange. Ça peut ne pas l'être du tout. On joue des standards. Les standards dans le jazz aussi servent à ça, c'est-à-dire que c'est la structure de base qu'on sait jouer. Parce que quand tu dis standard, c'est pas genre une chanson connue, quoi, c'est un c'est un peu la même chose. Ce qu'on appelle standard, c'est un peu les chansons connues, les thèmes connus du répertoire du jazz. Ça sert de prétexte pour jouer. On connaît les uns les autres ce morceau. Oui, c'est bon, ok, 3-4, on le joue. Ça nous permet de nous rencontrer dans un cadre, le cadre de cette chanson qu'on connaît tous et toutes, plus ou moins, mais suffisamment pour l'improviser, la jouer, et que ça se passe pas trop mal. Et après, on improvise sur les mêmes accords qu'on connaît. Et ça s'apprend en cours, ça s'apprend tout seul, ça s'apprend en relevant des solos, ça s'apprend en étant fan de plein de musiques qu'on écoute et en essayant de la reproduire. Voilà. Ça, c'est une bonne manière d'apprendre, d'ailleurs, de manière générale. Je pense qu'on reparlera de temps en temps de formation. Une manière d'apprendre, c'est de refaire, de reproduire des choses qui ont déjà été faites. Et puis de s'approprier un peu les choses, quoi. Tu sais, j'ai lu dans votre livre que, si je me trompe pas, c'est avec Bubble qu'ils avaient refait Twitter. Exactement. Je crois. Voilà. Je pense que je crois que c'est explicite dans ton bouquin, dans votre bouquin, que c'est déjà le faire, ça permet de vérifier que notre outil permet de le faire, de se surprendre même soi-même, de kiffer, avoir copié, c'est quand même donc... on fait un truc du lourd, quoi, parce qu'on voit la portée de Twitter, ça veut dire que les outils, c'est excitant de savoir qu'on peut faire un truc super puissant. Et puis, en termes de pratique, je crois que vous l'écriviez plus ou moins. Ça, de refaire un truc qui est connu, ça montre aux gens aussi les possibilités d'outils. Et je rebondis aussi sur ton plaisir d'auditeur. Et pour rebondir sur ton plaisir d'auditeur, ou même ta curiosité, comment ils font, justement, c'est aussi l'effet waouh de rejouer des morceaux. Comment vous faites justement, en fait, juste en les aimant et en les refaisant, comme Twitter avec Bubble. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est cet aspect un peu magique de pas comprendre, c'est bien. Enfin, tu vois, moi, quelque part, je veux pas perdre ce truc-là par rapport à la musique. Et puis, c'est vrai que des gens peuvent se dire, comment ça se fait que ce site, il fonctionne, on comprend rien derrière. Tu vois, par exemple, moi, un truc que je trouve un peu magique, même si je sais comment ça marche, c'est Google. Quand tu fais une recherche dans Google, que tu aies un résultat en une fraction de seconde, je trouve ça fou, tu vois. Quand tu sais qu'il y a des sites sur 1 milliard, tu vois. Et c'est un peu fascinant, c'est un peu de la magie. Il y a de la technologie, et puis quand on sait pas, je pense que toi, c'est un endroit où là, tu sais mieux que moi, justement, les rouages derrière. Je les entrevois, j'ai quelques bases, et puis ça m'intéresse. Des fois, quand on comprend, ça reste quand même un peu magique. Mais c'est ça, je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Et donc, il se passe toujours quelque chose, en fait. Ça tombe pas. C'est clair. Il n'y a pas encore de magie. Le fameux cloud qui est quand même très, très concret. On en parle souvent aussi de la matérialité. C'est vrai que l'image du nuage, en fait, c'est quand tu vois derrière, c'est des millions de serveurs hyper qui font du bruit et tout. Quand tu vas dans une salle serveur, ça n'a pas du tout l'air d'un nuage. C'est pas un peu Matrix, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un peu violent. C'est bon, on est parti direct, on a un peu divergé du truc, mais pour revenir du coup à ta formation, après le lycée, qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'en ai parlais des scènes ouvertes. Après le lycée, j'ai fait donc ces scènes ouvertes. Ça a été très important pour moi, donc, et je le dis aussi à tout le monde, sans le savoir. Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Je veux dire, si on m'avait dit que
Je suis pas sûr que je l'aurais fait aussi bien avec John, hein, qui était très fort, lui, d'ouvrir les portes comme ça, d'aller brancher les lieux pour jouer. Être central, organiser tes soirées. Ce qui m'est arrivé sans que je m'en rende compte, c'est que vu que tu es central et que c'est toi qui organise ou que tu participes à l'organisation, tu es central. Et vu que tu es central, tu as ton répertoire de contacts qui grossit à vue d'œil. C'est absolument incomparable avec quelque chose d'utile aussi, bien sûr, évidemment, se rendre à des endroits. Et évidemment, les musiciens qui venaient à nos soirées faisaient des contacts. C'est mais cool, pour moi, ça a été mes game changer de folie, en fait. Et je me rends compte qu'après coup, mais c'est là aussi où j'ai fait mes premiers contacts pro. C'est vachement bien de le dire, tu vois, parce que c'est marrant, parce que bon, on va pas tout ramener tout le temps aussi au no-code et tout, mais nous, on dit ça aussi des fois un peu aux gens qui organisent des meet-up, parce que maintenant, tu vois, il y a des meet-up un peu partout en France. Et des fois, on leur dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, c'est vrai que ça vous prend un petit peu de temps, il faut un peu se faire chier, il faut aller trouver un lieu, etc. Mais en fait, c'est comme ça que tu te fais voir, c'est-à-dire que comme ça que localement, tu deviens le point de contact, tu deviens l'organisateur ou l'organisatrice du Meetup No Code. Et puis, si des gens s'intéressent à ce sujet, c'est toi qui vont employer, puisque tu t'es exposé. Donc, et j'imagine dans la musique, c'est encore 4 fois plus important de se faire son réseau. Ouais. Bah, c'est ce que je me suis rendu compte pour raconter donc, mon parcours. C'est que mon parcours, il a été fait de ces soirées qui ont été la gestation de la suite, quoi, si je peux le dire comme ça. Enfin, fertile pour la suite, puisque en étant juste un des gars qui organisait, et en étant qui je suis, et j'espère avoir été assez bon puisque mon répertoire s'est agrandi. Moi, j'accueillais des gens. Ouais, super que tu sois là. Ouais, bah bien sûr, viens jouer. Ouais, qu'est-ce qu'on peut jouer? Et puis prendre soin des gens, évidemment, si t'es plutôt cool. Ça aide. Et qu'en fait, on s'est mis à m'appeler et tout ça. C'était pas prévu. Et tout, quand tu le fais sincèrement. Dans la culture des startups, on appelle ça un peu le paid forward. C'est vraiment un truc. Ça m'intéresse. Mais c'est ce côté un peu. Tu fais des choses, tu vois, comme tu es dans une communauté, tu aides, tu réponds sur le Slack, par exemple, quand quelqu'un pose une question, tu réponds. Tu gagnes rien, en fait. Mais tôt ou tard, ça te revient. Oui, d'avoir une sorte d'être référent, quoi, quelque part, plus ou moins. Moi, je crois un peu je sais pas, très spirituel, mais le karma, tu vois, le côté un peu. Tu fais quelque chose, surtout si tu le fais sans rien attendre. Si tu le fais sans rien attendre, au pire il se passe rien, bah t'attendais rien, c'est pas grave. Mais si tu vois, si t'arrive des choses, bah, c'est que du bonus, quoi. Enfin, et il se passe toujours, quoi. Quand t'aides les gens et tout, il y a toujours un moment ça revient, quoi. Ouais. Et bah voilà. Et moi, ce qui est revenu, c'est que donc de jeunes musiciens de la vingtaine qui a envie de jouer avec son pote, qui lui est talentueux, ce pote en question, John, pour aller organiser des choses. Je suis passé de gars qu'on commence à appeler pour aller faire une séance de studio pour machin, alors au début pour des inconnus ou des indépendants, voilà, et puis peu à peu des artistes, des gens qui ont un disque, qui ont des trucs sur les plateformes, etc., enfin qui ont une activité professionnelle, et c'est là en fait que je me suis professionnalisé au sens être payé pour ça. Hein. Je dis toujours... C'était ton objectif à la base? Oui. Tu as fait quand même les études dans cette disons direction. que j'étais content d'appeler mes parents. La première fois que j'étais en studio pour le cousin de Wyclef, qui est un mec des Fujis, son cousin, donc en fait le mec moins connu de la famille, qui se fait valoir d'être le cousin d'eux, en vrai, mais c'était cool. Je me suis retrouvé dans les studios de Sony un soir avec mon clavier, payé au lance-pierre, mais payé quand même. Et je me souviens très bien quand même de quand j'ai appelé mes parents, pas pour dire « ouais papa, je suis trop content », enfin... plutôt comme un adulte qui se découvrait à appeler son père, mais plutôt comme un alter ego, à lui dire ouais là j'ai été payé, je suis en studio, c'est génial, et mon père d'être très heureux de ce mouvement d'autonomie qui naissait, quoi, tu vois, à travers la paye. Mais ça a été un moment très important. Parce que je pense que pour tous les parents, ça doit être quand même une angoisse de se dire bon, est-ce que mes enfants vont réussir à subvenir à leurs besoins eux-mêmes, etc. Et ce truc-là, il peut se matérialiser assez vite suivant les chemins. Enfin, tu vois, je pense que mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui rêvent d'être artistes ou musiciens et tout. C'est quand même un milieu qui est difficile, j'imagine, non? Je sais pas, d'ailleurs, peut-être. Écoute, je me trompe. Moi, j'ai un avis un peu partagé sur ce postulat, qui n'est pas faux. Mais déjà, moi, étant un acteur professionnel, vu que c'est ma vie, évidemment, j'ai pas envie de la dénigrer, on le comprendra, je pense. Mais oui, disons que moi, je dis souvent, voilà, j'en veux pas aux parents qui ont la fâcheuse tendance de dire à leurs enfants ouais, fais d'abord un vrai boulot. Tu vois, la fameuse voilà, c'est ce que voilà. Moi je trouve que c'est un vrai boulot. On peut vivre très très bien de la musique. Dans la musique il y a le droit d'auteur. Quand tu commences à écrire pour des trucs, ben le droit, c'est quand même, faut bien imaginer que c'est un revenu qui a lieu
qui continue d'avoir lieu pendant que tu peux être en train de faire autre chose, tu vois, ça rémunère quelque chose que tu as fait par le passé. C'est vraiment quelque chose. Revenu passif, comme voilà, on dirait les revenus passifs. Voilà. Je veux dire, voilà, c'est pas rien. L'économie de la musique, de la culture, on l'a vu avec le Covid, pour ceux qui ont été jusqu'à lire des journaux et avoir ce genre d'infos. Enfin, je veux dire, l'art et la culture en France, c'est pas le dernier des business du tout. Donc l'économie, elle est là, elle est réelle. Voilà, pour dire qu'on peut vraiment très bien gagner sa vie. Par contre, c'est vrai que il y a du monde. Je peux même dire, on rebondira là-dessus, que moi, je vais aussi vers le no-code et l'épanouissement de mon côté, j'oserais dire ingénieur. Alors là, je vais avec des pincettes parce que je ne me sens pas du tout au niveau des ingénieurs formés, mais j'admets et j'avoue que je vais aussi vers cette diversification pour des raisons économiques aussi, de pouvoir en tournée ou par rapport à la musique, avoir quelque chose que je peux plus faire à l'heure, déjà parce que ça prend du temps, mais coder, voilà, enfin bref, designer des choses, travailler sur l'informatique. Je vois bien aussi que c'est des métiers qui sont demandés. Et indéniablement, par rapport à la musique, ou pianiste, ouais, c'est pas toi, j'en prends un autre, je ressens que dev un peu créatif, qui sait rebondir avec les outils no-code, etc., et on y reviendra, déjà ça m'excite à titre personnel, et c'est vachement apprécié, il me semble, en ce moment. Ouais. Et ça voilà. Évolue aussi, mais bon, de la même manière, enfin, je pense que là, ce que tu dis un peu, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté un peu... plan B, quoi, en quelque sorte. Enfin, je sais pas, ou le côté un peu multi-casquette. C'est bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est mon profil. Et c'est cool quand, en plus, les deux volets, qui sont des milieux très différents, enfin, côté un peu plus technique, côté un peu plus musical, on va dire, enfin, artistique, te plaisent. Je sais pas si c'est autant l'un que l'autre, mais en tout cas, les deux te plaisent. Ah, ils me plaisent puissamment, quoi. Les deux. Voilà, c'est ça, t'es passionné, donc ça, c'est chouette. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver un truc qui les passionne, quoi. Donc ça, c'est cool, Faut quoi. Qu'ils continuent de chercher. Ouais, mais c'est dur, hein. J'en parlais il y a pas longtemps avec un ami. Moi, j'ai eu la chance que, tu vois, très jeune, j'ai eu envie de travailler dans l'informatique, quoi, on va dire, au sens large. Et j'ai fait des études là-dedans, et donc il y a toujours du travail, quoi, là-dedans. Mais c'est vrai que moi, j'ai des potes, ils n'ont jamais trouvé, en fait, un truc qui leur plaît, quoi. Et donc, ils ont fait des petits boulots, ils ont fait des trucs. Et en France, en plus, je sais pas si c'est en France, d'ailleurs, j'ai pas envie de dire ça, parce que ça fait toujours un peu généralité, un peu bison, mais c'est difficile tu vois, on t'aide pas forcément hyper bien à l'école, l'orientation scolaire, tu vois. C'est un truc, des fois on t'envoie un peu dans des voies de garage, ou... Enfin, je sais pas, c'est un sujet qui est compliqué, et je mélangerai ça avec un autre sujet. On part un peu direct dans tous les sens, mais c'est un truc que je trouve important. On valorise aussi vachement de métiers où il n'y a pas de travail. Genre... Tu veux dire d'employabilité? Ouais, où il n'y a pas d'employabilité. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, genre... Je sais pas, moi j'ai des amis, ils ont fait des écoles de pub, des écoles chères, des trucs, tu vois, des cursus, en plus t'en as plein et tout. Derrière, il n'y avait pas de taf, quoi. Enfin, il n'y avait pas, tu vois, et pourtant, ils prennent quand même le chèque pour te faire les 5 ans. Et c'est un métier qui est cool, et eux, ils avaient envie de faire ça, alors qu'en fait, derrière, t'as que des agences qui te payent au lance-pierre, qui tournent avec des stagiaires et tout. Et je trouve ça dommage, tu vois. Enfin, et donc, en fait, tu vois, entre le fait que c'est sûr que c'est difficile d'orienter les jeunes, parce que déjà, quand t'es jeune, t'as 16 ans, tu sais pas toujours ce que t'as envie de faire dans la vie. Et mélanger le truc factuel de où est-ce qu'il y a du taf et là où est-ce que tu peux avoir des habitudes, c'est vachement dur, quoi. Donc, et je dis la France, je devrais pas dire ça parce qu'en fait, je pense que dans tous les pays, c'est la même galère, tu vois, enfin, partout. Mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait ce que tu viens d'aborder, mais moi, j'ai envie de dire cette phrase parce que déjà, je l'aime beaucoup. Mon père, et je dis ça dans le sens très humblement, je pense que j'ai de la chance d'avoir ce père-là, moi, et je l'oublie pas. Une fois, je me souviens au début de YouTube et tout ça, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, enfin, c'était pas les débuts de YouTube, mais au début du moment où vraiment, je pense, une grande majorité de gens pouvaient se dire, moi j'en faisais partie, putain, c'est génial, il y a tout. En fait, tu peux, merci YouTube, tu peux, si tu as envie, tu peux apprendre tout ce que tu veux, il y a qu'à. Tu vois, le fameux Yaka. Et mon up, il a eu une phrase que j'oublierai jamais, que j'ai envie de partager, c'est alors là, Romain, je t'arrête 2 secondes. Bien sûr, c'est super. Il a toujours reconnu et accompagné mon excitation. Enfin, ça enlève rien à ça, hein, sur les outils et tout ça. Mais il m'a dit, Romain, oublie jamais que toi, tu sais chercher. Ouais, voilà. Et faudrait pas oublier que dans YouTube, il y a une petite barre où on recherche quelque chose en haut. Hein. Si t'as pas quelque chose à taper dans cette barre, et si t'as pas appris à savoir le faire, à avoir confiance en toi, que tu cherches quelque chose et que tu cherches parce que tu comptes bien y aller,
ou tu comptes bien savoir mieux si ça serait pas ça que tu voudrais faire. Et effectivement, à ce moment-là, YouTube est puissant. C'est ce que moi je disais naïvement à mon père. Sauf que lui, il m'a ramené à cette étape que je trouve très importante, qui m'a vraiment recadré, quoi. Ramené sur terre, je dirais. C'est intéressant parce qu'il y a deux trucs dans savoir chercher. Il y a savoir quoi chercher, c'est-à-dire déjà avoir une envie, avoir une motivation, et en plus savoir comment le chercher, quoi. Ça. Et ça, je pense que ça mériterait que... Alors, je sais pas, j'espère pas être à côté de la plaque de ce que tu venais de dire ou quoi, mais en tout cas, c'est ça que ça m'inspirait de ramener moi sur ça, parce que si t'as pas tapé un truc dans la petite barre là-haut, si t'as pas su ce que tu cherchais, t'es de la chair à algorithme avec la page d'accueil et à scroll, tu vois. Et je pense que ça mérite... C'est un peu politique, finalement, on part aussi un peu sur des aspects d'échange, mais qui sont... Mais comment tu fais pour les gens qui n'ont pas de vocation, tu vois, qui ont pas de... Justement, qui savent pas quoi taper dans la barre, tu vois. Au-delà même du fait de savoir comment bien chercher, mais quoi chercher, tu vois. Déjà, moi, voilà, je fais... alors là, je sous-entends rien ni pour toi, ni pour personne. Hein. Je parle que pour moi. C'est pour moi que je dis ça, pour ma réponse. Moi, je me garde de faire la morale, où justement, mon père, ce jour-là, il m'a peut-être préservé de devenir moralisateur. Du genre, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Tu vois. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas oublier que... Je crois que là, on aborde une question de désir. Et que, en fait, le désir, ça tombe pas du ciel. Comme on se disait tout à l'heure en off avant de commencer à enregistrer, non, l'électricité ne sort pas des murs, tu vois, parce qu'il y a une prise, tu vois. C'est qu'il faut avoir appris ou avoir eu envie de savoir. Et c'est pas être con que de pas savoir ou de pas avoir envie de savoir. C'est juste que c'est une habilité que tu as pu acquérir avec ta culture, avec ton environnement familial et autres, et amical, tu vois. Et des rencontres, un peu de chance, de ce que tu veux, tu vois. Mais non, il n'y a pas des nuls et des bons qui savent. C'est toi, Romain, tu sais chercher. C'est l'environnement, mais je pense que c'est peut-être aussi à l'école, tu vois, de stimuler ça. Et je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein. Oui, ça a à voir avec ça aussi. Il faudrait qu'on sache. Les adolescents souffrent de ça. Il faudrait savoir à 16 ans, à un moment où tu n'as qu'une envie, c'est d'expérimenter. Et c'est ça qui est hyper dur, tu vois. Moi, je trouve c'est qu'il y en a à 16 ans, ils savent pas du tout, tu vois. Et c'est cool pour ceux qui savent déjà, qui ont déjà une idée. Peut-être que ça sera pas le truc final dans lequel ils vont travailler. Mais il y en a, ils ont pas. Et ça vient pas, quoi. Et non, c'est un vrai sujet, quoi. Je pense que c'est un sujet de société, déjà d'éducation, bien sûr, hein, parentale, familiale, etc. Mais pas seulement aussi. Je pense que c'est pour ça que je disais, je pense que tu nous emmènes, et moi j'adore, hein, je suis client, sur un des aspects. Et c'est bien qu'on ne cherche pas à y échapper. Il y a de la politique et du... partout. Enfin, tu vois, notre société. Hein. Puis nos outils qu'on utilise, tu vois, je pense qu'on sera d'accord, ça peut être toujours les outils. On les fétichise un peu. Moi, le premier, j'adore et je l'assume. Mais voilà, le pire et le meilleur, d'ailleurs, c'est un titre d'FFF. Le pire et le meilleur aussi dans les outils, tu vois. Et donc voilà, YouTube, papa, c'est génial, je finirai là-dessus. J'espère pas être trop long pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, regarde la fétichisation de l'outil. Et c'est bien ce qu'ils font pour nous les vendre, tu vois. Genre des outils de communication, vous ferez tout ça et ça et ça. Mais est-ce que tu sais seulement de quoi tu as envie de parler avec tes potes et de les animer Voilà, je remets le... Mais non, mais c'est... Non, mais écoute, continuons juste pour arriver peut-être vraiment à ta carrière professionnelle. Savoir un peu... est-ce que ça a commencé... Enfin, est-ce que ça s'est fait petit à petit ? Tu disais, à partir du moment où tu as fait cette première prestation, je sais pas, où tu as joué du clavier là, pour le cousin de Wyclef, est-ce que après ça s'est enchaîné ? Est-ce que ça a été long ? Est-ce que tu as dû faire des petits boulots ? Là, c'est des questions, en fait, je te pose parce que juste je suis curieux, tu vois, parce que c'est... Je t'en prie. Et je pense que c'est ça aussi qui est justement avec des retours d'expérience, tu vois, qu'on peut aussi un peu, comme tu dis, peut-être défendre le fait que, en fait, peut-être c'est pas si compliqué que ça de travailler dans la musique. Parce que je pense que, juste pour dire un dernier truc que j'étais en train de me penser tout à l'heure, c'est vrai que je pense que ce qui est très dur, c'est de devenir une superstar, quoi. Que ça, il y en a très peu. Et je pense que souvent, les gens qui ne sont pas dans ce milieu se disent la musique, c'est ça ou rien, tu vois. Et tu vois, et souvent, tu vois, je sais pas, j'imagine que si tes parents et que ton enfant, il te dit je vais devenir une star de la pop, ça doit être un peu inquiétant, tu vois. Si ton enfant il te dit j'ai envie de travailler dans la musique, peut-être en tant qu'ingé son, peut-être en tant que musicien professionnel, etc. Là, c'est pas pareil, quoi. Là, c'est-à-dire qu'effectivement, là, il faut travailler. C'est un métier comme un autre quelque part. Et donc voilà, je sais pas, peut-être il y a un peu de mythe, de fantasme que je connais pas, mais je suis juste curieux, tu vois, de comprendre un peu, tu vois, déjà, par ton alors exemple moi, à toi. Alors oui, moi, si mes enfants me disaient un jour j'ai envie d'être star de la pop, je m'inquiéterais pas de leur ambition. Ça, je trouve ça super en termes d'ambition. Par contre, c'est pas un statut. Puis je pense pas que ce soit effectivement très enviable. Puis pouvoir sortir peinard dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la notoriété, qui se rendent compte à quel point c'est l'horreur. Jim Carrey en parle très bien. Quand il est arrivé au sommet de sa gloire, il a fait sa méga dépression parce que j'ai toujours cru que c'était là, qu'une fois que je serais là, tout irait bien. Puis en fait, rien du tout, rien ne change, même c'est pire. Donc effectivement, c'est pas vraiment un projet, je pense. Star.
mais ça peut être une ambition, un moteur, bien sûr. Ah oui. Mais, Non, mais ça, il faut avoir ça peut un ne peu pas d'ambition. t'épanouir, quoi. Donc je comprends. Enfin voilà, mais écoute, j'ai perdu le fil du sens exact de ta question. Le but, c'est Enfin, je me suis perdu dans mon juste truc de ça. continuer un peu sur le comment est-ce que t'es devenu professionnel, tu vois. Ouais, d'accord. Comment est-ce que c'est devenu un métier pour toi, quoi. Écoute, Alors peut-être quelle était ton ambition d'ailleurs. Ouais, bah justement, j'en avais pas vraiment, mais ça, je me rends compte à titre perso que je suis pas le plus ambitieux des personnes, la plus ambitieuse des personnes. Comme quoi, c'est pas toujours non plus obligatoire. Ouais, d'être je ambitieux. m'en veux Tu pas. peux avoir d'autres moteurs. Ouais, je m'en veux pas, mais je reconnais volontiers chez les gens autour de moi une ambition qu'ils ou elles ont. Et au sens que je trouve belle à voir, quoi, puissant, Ouais. enfin je veux dire un sacré moteur. Voilà, je me dénigre pas pour autant en disant ça, mais pour répondre, je me suis jamais dit ouais moi un jour je jouerai à l'Olympia, tu vois. T'as des gens, leur moteur, c'est un bien jour sûr, d'être passé devant l'Olympia et de faire moi un jour il y aura mon nom en rouge sur l'Olympia, tu vois. C'est pas mon cas, j'ai pas cette niaque là. Par contre, je pense que j'ai quand même toujours juste donc déjà eu ce soutien quand même environnemental, familial, indéniable que je tiens à dire parce que je suis pas désolé, mais j'ai conscience que c'est une chance et que ça a été un terreau qui m'a fait savoir quoi mettre dans la barre de recherche, tu vois. Et que tout le monde n'a pas cette chance-là, voilà. Je l'assume, je la prends, je la développe, mais je la reconnais, voilà. Je pense que c'est plutôt ça, moi, qui m'a fait avancer. C'est des rencontres, le fait que moi, je suis quelqu'un qui s'implique énormément. Dès que je vais jouer avec quelqu'un, dès que je vais rencontrer la musique de quelqu'un, ce pote à l'époque qui montait les jams, j'ai adoré jouer avec lui, il était guitariste. J'ai adoré comment ça groovait, j'ai adoré essayer d'être meilleur, j'ai adoré même une pointe de rivalité, le voir kiffer aussi un autre clavier ou au jam session, voir des mecs qui jouaient mieux que moi. Et puis dans une rivalité, je dirais saine, putain, il sait faire ça, mais moi je sais pas le faire, j'ai envie d'apprendre à faire ça et m'y mettre en fait. Mais le moteur n'a jamais été pour un truc un petit peu peut-être pas narcissique, mais je veux dire, moi, justement pour aller en haut de l'affiche à l'Olympia, tu vois. C'est plutôt, donc, de fil en aiguille, dans une constance plutôt de faire les trucs à fond, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais est-ce que t'avais quel âge quand t'as eu, je reviens à ce truc. Je t'en prie. Non, mais quand t'as joué du clavier là pour le cousin de Wyclef. J'avais 21 ans. Est-ce que c'est peut-être pas ça le fait que t'as eu peut-être assez tôt et régulièrement des petites touches qui t'ont montré que en fait j'allais dire le rêve, mais non, justement, toi, t'avais pas ce rêve mais c'est juste que, en fait, ça s'est fait, t'as fait des choses, ça t'a plu, et ça t'a montré que tu pouvais en vivre, peut-être assez vite, tu vois, et pas avoir ce truc de, pendant 10 ans, galérer dans un objectif incroyable, tu vois, mais juste, c'était plus linéaire, un peu comme un job, hein, quelque part, tu vois, je veux dire, quand t'as un job, tu commences, tu fais un stage, si tout va bien, tu fais, je sais pas, une alternance, puis si tout va bien, t'es recruté, t'es junior, tu vois, enfin... Alors, je pense qu'il y a un truc que j'oublie de dire, qu'il faut que je dise tout de suite, c'est quand même que j'ai eu le statut d'intermittent du spectacle. Très vite, à partir de ces... Ça aide aussi. Voilà. Moi, j'y connais un truc que j'ai jamais compris aussi. En fait, de 19 à 21 ans, j'étais en contrat de qualification dans un studio d'enregistrement pour devenir ingénieur du son, parce que j'adore ces métiers-là. Donc tu as commencé quand même à travailler très, très jeune. Très tôt, très tôt. Moi, c'est comme si j'avais quitté au bac, quoi. J'ai pas fait d'études supérieures. Donc, j'ai fait ce studio d'enregistrement. Pardon. Et j'ai arrêté parce que j'ai préféré jouer sur scène avec ce pote en question, John, et nos soirées commençaient à décoller et je pouvais plus faire les deux en même temps, donc j'ai quitté le studio. Mais donc là, j'avais eu des sous déjà un peu. Et puis, les soirées du lundi, on se payait du liquide, etc. Puis on a commencé très vite quand même à avoir des plans de boulot et j'ai pu très vite avoir le statut. Parce que j'ai aussi eu des artistes qui m'ont demandé de jouer avec eux, plus ou moins connus, mais t'as pas besoin d'être connu pour pouvoir gagner ta vie. Je le redis aussi à ceux qui s'intéressent de faire de la musique. Et donc j'ai eu le statut, c'est important que je le mentionne, c'est-à-dire que j'avais 1400 balles par mois à 24 ans, 23 ans, sans enfant, en coloc, pas cher, voilà, je m'en sortais. Donc déjà, pour donner un élément de réponse, c'est-à-dire que j'ai pu donc ne faire que ça. Et donc j'ai pu, et pour revenir à mon profil, pas spécialement ambitieux, mon nom en haut de l'affiche, mais quand même présent, régulier et investi, c'était quand même factuellement mon boulot, quoi. C'est-à-dire que j'avais suffisamment d'argent mensuel pour continuer de faire que ça. Et donc bien la constance. Voilà, la constance. Je trouve que ça, c'est une qualité qui est pas beaucoup valorisée, je trouve, malheureusement. Ouais. Enfin, oui.
Mais ce qui fait aussi, pareil, que j'ai beaucoup de respect et Enfin, je veux dire, quelque part, c'est ça que je suis en train de dire. Moi, ça m'est arrivé comme ça, mais c'est indéniable. Et je pense aussi aux parents dont tu parlais, Ouais. qui peuvent s'inquiéter. Peut-être que dire autrement la chose, et moi dire pareil que les parents dans ce cas-là, c'est, ouais, faut jamais dénier non plus que comment tu fais au niveau de tes ressources, quoi. Ouais, Et ouais, que, bah oui, non, mais évidemment, le mec il y qui a a un pas de loyer parce qu'il a hérité d'un réalisme. appart et qui a 1 million parce il a hérité tout court, il a objectivement moins de problèmes à faire un peu ce qu'il veut en constance. Mm. C'est pour ça que je te dis, je reviens un peu aussi à la morale qui peut venir Et vite. c'est pas forcément facile d'ailleurs, hein. Tu vois, quand t'as pas du tout de besoin, quand t'as, admettons, 1 million, etc., pour être constant, il faut quand même. C'est là où il y a la vraie motivation, etc., quoi. Un Bah, peu l'ambition aussi, peut-être. Bah, c'est là où moi je comprends et je respecte. Alors moi je n'aime pas comment notre monde capitaliste, cette idéologie-là, valorise justement ceux qui se sont faits tout seuls, Mm. qui existent, celles ou ceux qui se sont faits tout seuls. Ils existent bien sûr, il et elle existent, mais c'est un peu pareil. C'est pas tout le monde qui a la ressource psychique, de psychologie, de force morale, voire physique, de réussir à se faire Ouais, toute bien seule sûr, hein. ou tout seul. Comme Romain, toi, tu sais chercher. C'est pas tout le monde, même si on peut le faire. C'est ce que je déteste dans le discours actuel. Alors, on pourrait y revenir. Les Ouais. outils no-code permettent de tout faire, mais encore faut-il savoir ce que tu as envie Ouais, de faire. bah tu vois. encore, ouais, et puis il faut quand même se former, etc., hein, tu vois. Voilà. Les Notre pubs, échange m'amène à dire ça. les moi, pubs, insister là-dessus, les pubs Instagram qui disent Ouais. que les outils no-code c'est facile et que tu vas gagner 10 000 euros par mois, malheureusement, ça fait que des déçus parce Ouais. qu'après les gens ils arrivent dans les outils, ils disent ah bah en fait c'est compliqué quand même. Même s'ils sont accessibles, ces outils ne sont pas faciles. Et puis pour gagner les 10 000 euros par mois, c'est pas une question d'outils, hein. C'est ça. Enfin bref. C'est ça. En tout cas, ma carrière se fait donc à ce moment-là, avec ces soirées, avec ces musiciens qui commencent à m'appeler, les cachets qui commencent à arriver, qui font que j'ai un revenu normal, je dirais, suffisant. Pas un RSA qui te fait juste subsister pour continuer d'aller à l'usine ou faire ce que tu peux, et ce qui est, à mon sens, est douloureux, mais ça c'est politique, on en parlera ou pas, c'est un autre sujet. Mais et donc à partir de là, des rencontres. Par contre, pour te répondre quand même, ça a quand même été par à-coup. C'est-à-dire que j'ai une constance de pratique musicale. Mais moi, mon premier gros artiste avec qui je travaille, c'est Matt Pokora. Ok. Et là, tu vois, quand je fais Wyclef, j'ai 22 ans. Quand je fais Matt Pokora, on est en 2008 et j'ai 28 ans. Ok. Et il y a quand même du temps qui s'est passé, tu vois. Donc, il y a aussi vraiment des moments de chance, de rencontres, de réseaux. Voilà, la musique, c'est un milieu vraiment de rencontres et qui n'est pas abordé par des diplômes et tout. Dans ces 6 ans à peu près que tu dis, t'as fait des choses, quoi. Ouais, mais j'ai juste fait des choses, quoi. Voilà. C'est un petit coup d'escalier, hop, tu montes. Mais et puis tu vois, par exemple, en termes de salaire, j'ai eu pendant 6 ans le même salaire. Et tu vois, non, plus 6. Enfin, je veux dire, en 2008, quand Pokora me branche, j'ai, j'espère, un niveau équivalent quelque part, un senior, quasi senior en musique, en son, en prod, en nombre de groupes, en soirée, en savoir-faire musical, tu vois. Je comprends. Ouais, mais ça, c'est aussi c'est des parcours qui sont un peu différents. Ça, c'est, je pense, le prix à payer, entre guillemets, c'est que quand tu es salarié dans des jobs un peu de col blanc, tu vois, que ton salaire, il augmente tous les ans. C'est ça. Mais je sais pas, moi j'aime bien les petits sauts et un peu le côté plus un peu on stagne un peu, mais c'est ça aussi qui permet de prendre son élan, tu vois, des fois quelque part pour arriver au palier d'après, et des fois on y arrive d'un coup, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait donc j'ai fait Pokora. Et c'est du clavier? C'était synthé clavier. Sur scène? Ouais. C'était au moment où il a fait son album. Moi j'adore parler de lui parce que c'est un mec pour qui j'ai énormément de respect et d'affection même. Ça s'est très très bien passé, bosser avec lui. Ok. Chouette rencontre, chouette première rencontre en plus de gros artistes. Alors pour lui, c'était le moment dur dans sa carrière parce qu'il avait fait 1 ou 2 albums avant. Il avait fait Popstar, il avait cartonné, il avait eu un boys band, il avait vraiment du succès. Et puis il est allé faire un album avec Timbaland aux États-Unis, qui était un gros producteur de l'époque, qui est en plein pile au moment où Justin Timberlake, pareil, explosait avec son album. Et Matt, il a été incompris, mal reçu en France. Il a fait un album à moitié en anglais aussi. Je pense vraiment qu'il a aussi déçu ses fans. Mais c'était son premier album solo? Non, c'était c'était genre son 3e album. Ok, d'accord. Okay. Parce qu'il avait fait un album, je me souviens plus comment s'appelait le groupe là, qui était sorti de Popstar. C'était... merde, j'ai un doute, je sais plus.
Enfin, il était dans ce groupe-là. Voilà, boys band, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'était mixte ou non? Il y avait que des mecs? Non, il y avait que des mecs. Ouais. Ah ouais, je me souviens plus de la deuxième saison ou je sais plus quelle saison. Ouais. Et après, lui, il s'est extrait de ça. Exactement. Les 3 autres, on sait plus ce qu'ils sont devenus. Voilà. Je sais plus combien d'ailleurs. Je crois qu'ils étaient 4 ou non. Je sais pas combien ils étaient. Je sais plus bien non plus. Bon, mais en tout cas, c'est lui qui a sorti, continué. Et donc lui, il a fait un album solo. Ok. Et il avait déjà fait 1 ou 2 albums avant en solo. Et qui avait bien marché. Qui avait très bien marché. Donc moi, j'ai jamais trop suivi sa carrière, mais c'est quand même devenu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est une référence. Et puis il est toujours là. C'est pour ça que je lui tire mon chapeau. J'en place une pour lui parce que voilà. Et puis on se connaît bien. On s'appelle pas souvent, mais on su appeler. Enfin bref, il se rappellerait très bien de moi. Et c'est ça aussi que j'apprécie chez lui. Mais en tout cas, moi j'arrive, nous on est l'équipe B en tout cas, les musiciens qu'il avait, la grosse tournée qu'il avait prévue parce qu'il faisait cet album avec Timbaland, donc ce 3e disque, qui était attendu, qui était censé être le carton plein, en fait, fiasco total, complètement incompris, les gens détestent, n'achètent pas, la presse le dégomme parce que copycat de Timberlake, voilà. Qu'est-ce que tu fous, enfin c'est nul, bref. Donc je me rappellerai toujours de sa tournée divisée par 2, les salles ça remplit pas, voilà, panique à bord. Mais lui, jamais panique à bord, lui, incroyable. Et je me souviendrai toujours, voilà, rendez-vous chez le tourneur. Donc le tourneur, c'est l'entreprise qui lui book ses concerts, quoi, qui le vend en termes de scène, qui vend son spectacle et qui nous emploie tous et toutes, quoi, en gros. Et puis voilà, nous, j'ai été appelé, pour moi, c'est donc une première de jouer avec lui, mais j'étais l'équipe B, quoi. C'est-à-dire, tout le monde s'est tiré, il n'y a plus assez de thunes, vu que les salaires baissaient, les mecs se sont tirés. Ah oui, d'accord. Et donc, nous, on était l'équipe B, payé moins. Et nous, on disait oui, parce qu'on était l'équipe B. Et Matt, des fois, c'est une belle opportunité. Ah ouais, super. Bah, moi, c'est même pour ça que j'en parle. Et puis, je continue de répondre à ma carrière. J'espère que je ne fais pas trop long, parce que c'est chiant d'écouter ma life. Mais en tout cas... Bah écoute, moi j'ai pas souvent l'occasion en tout cas de croiser des gens qui ont travaillé avec Matt Pokora. Et ben voilà, je suis ravi de raconter en tout cas. Et puis c'est vraiment un bout de ma carrière que j'assume complètement, j'ai adoré. C'est pour ça que je le raconte. Et donc le mec quand même, voilà, t'es Pokora, tu viens d'un boys band, t'as 23 ans, 24 ans, il est jeune le mec. Jusque-là, t'as fumigène, lance-flamme, danseur, danseuse, écran LED, la totale, tu vois. Et puis là, on te dit, bon, Matt, voilà, ta tournée, on peut la faire, mais bon, équipe B de musiciens. Bon, les danseurs, danseuses, non. Et ça, c'est la réunion devant tout le monde. Hein. Le mec, il est là, on est là, l'équipe B, il y a son manager, il y a la prod et tout. Bon, vas-y, non, pas de danseur, pas de danseuse, non, t'auras pas de fumigène, non, t'auras pas d'écran LED. Bref, c'est normal. Ils lui disent, économiquement, on pourra pas. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de les tacler, je suis en train de raconter la réalité, justement, du business, tu vois. C'en est un. Et donc, chacun des acteurs lui dit ce qui est possible et ce qui est pas possible, quoi. Mais j'en parle surtout pour parler de lui et de sa capacité à tenir en tant qu'entrepreneur aussi, en tant peut-être que mec pareil, qui sait ce qu'il veut faire, et pareil, qui sait chercher dans la barre de recherche, et pareil, qui a la ressource psychique de tenir, tu vois. En plus d'un talent évidemment professionnel indéniable. Et en gros, voilà, tu vas partir en mode groupe de rock avec 2 choristes, clavier, basse, batterie, guitare. Et toi, tu as intérêt à assurer parce que, en plus, les jauges sont à moitié remplies. Les fans qui te restent, faudra que ça leur plaise, quoi. Et il l'a fait. Et je me souviens d'un jour où je lui dis, entre nous, on discute comme ça, et je lui fais, mais franchement, Matt, c'est chaud quand même. Comment tu vis en ce moment ce qui se passe, quoi? Parce que ça doit être douloureux. Oui, parce qu'il est parti de stade, je sais pas, c'est des Bercy, des trucs comme ça. C'est ça. Et puis quand même, tu reviens, tu as fait ton disque avec Timbaland, c'est-à-dire avec le producteur américain avec qui tout le monde rêve de travailler en ce moment. Surtout qui était vraiment très en vue là dans les fins des années 2000. Et moi, à aucun endroit, il m'a dit ouais, je suis deg, c'est des cons, personne ne me comprend, bande de nazes et tout. Non, pas du tout. Il m'a dit, écoute, moi, donc je lui ai demandé comment tu vis le truc, quoi, comment tu tiens, comment tu t'abordes la chose, quoi. Il me dit, écoute, bien sûr, c'est dur, mais moi, c'était mon rêve de faire ce disque avec Timbaland, donc il a jamais perdu, et il répond en disant, moi, c'est mon kiff, j'ai kiffé faire ce disque, je suis hyper heureux, même pas spécialement fier, heureux. Je suis heureux, c'était, justement, lui, pour le coup, mon nom en haut de l'affiche, tu vois, lui, c'était son trip. Et je pense qu'il faut être un peu comme ça pour arriver à ce niveau-là. Oui, notamment, surtout là, les gens qui ont fait Popstar et tout, il y avait un gros truc de motivation, ils étaient un peu choisis aussi pour ça. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'il ne m'a jamais parlé comme l'idée qu'on pourrait se faire de la star, un peu imbu de sa personne, tu vois, qui marche sur les têtes et tout, pas du tout. Donc lui, c'était, je suis très heureux d'avoir fait ce disque et je ne le renie pas, en gros. Il était cohérent avec lui-même. Mais je comprends que mes fans attendent autre chose. Mes fans, tu vois, il parle tout le temps comme ça, lui, mes fans, il est très sensible à ses fans, voilà. Mes fans attendent autre chose. C'est vrai que c'est en anglais, ça doit avoir un peu déçu. C'est vrai que finalement, peut-être mes fans ne parlent pas tous anglais. Ils ont peut-être envie que je leur raconte des histoires en français.
Et puis on est en France, on a une culture de la variété française. Finalement, c'est là-dedans que j'étais identifié. C'est peut-être là-dedans qu'il faut que je revienne pour être en cohérence aussi avec un business. Tu vois, il le dit pas lui comme ça, hein, c'est mes mots à moi. Mais... Et donc, écoute Romain, pour te répondre, déjà, soit ça se plante complètement. Bah écoute, je l'aurais fait du mieux que je peux. Et moi, il m'a toujours dit, j'ai aussi le foot. Il a failli être footballeur professionnel, son père était là-dedans, etc. Donc déjà, il a aussi autre chose. Confère ce qu'on s'est dit précédemment. Oui, mais est-ce qu'il aurait pas pu reprendre une carrière? Non. Enfin, je ne sais pas, je pense pas. Je ne suppose pas, je suis pas un spécialiste du foot. Travailler là-dedans, mais pas. Travailler là-dedans, avec la notoriété, tu vois. Mais il me parle aussi de sa passion, quoi. Je pense que voilà, je rebondirais sur une autre passion, quoi. En gros. Sans mauvais jeu de mots avec le ballon de foot, rebondir. mais surtout, il me dit, mais avant ça, je vais refaire un disque et je vais prendre en considération et je vais revenir en français. Et on va voir ce qu'on va voir, tu vois, avec évidemment aussi d'amour-propre. Mais sans aucun mépris pour aucun des acteurs qui lui disaient plus de stade, plus de machin, plus de fumigène, tu vois. Et ni son public. J'imagine que si on est un peu réaliste, là, cette tournée que tu décris comme un peu une tournée B, quoi, ça devait être quand même des moyens que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Enfin, je ne sais pas quel genre de salle c'était, mais bien sûr. Quand même que beaucoup de gens rêveraient. Bon, bien sûr, il était allé beaucoup plus haut, donc ça faisait une redescente, mais ça reste quand même probablement... Ouais, et puis si j'en parle à l'aise... Si t'es musicien et que t'es passionné, c'est déjà génial, quoi. C'est ça. Et puis justement, oui, pour être clair, c'est moi qui le dis comme ça. Et si j'en parle là à l'aise de parler de lui et de ce genre de détails, même par rapport au business et tout, c'est que, et je tiens donc à le dire clairement, c'est que lui, justement, à aucun endroit, il l'a dit comme ça. Ça n'a jamais été une tournée B. Tu vois, c'est moi qui le raconte parce que moi j'ai cette distance et puis moi justement j'étais un employé qui peut le penser comme ça et je l'assume complètement et je pense qu'il supporterait de l'entendre comme ça de ma part. La taille des salles peut-être entre la tournée d'avant et cette tournée, quoi. C'est pour ça que je le dis comme ça et je me permets de le dire, c'est que factuellement c'était ça et c'est pour dire qu'il a supporté ça que je l'assume de dire. Il y a peut-être des artistes d'ailleurs qui par amour-propre auraient refusé de faire la tournée ou je sais pas. Oui. J'y connais pas grand-chose mais je me dis peut-être ça arrive alors que lui peut-être que ça l'a fait rebondir après encore plus haut parce que là aujourd'hui en tout cas moi tu vois j'ai pas bien sa discographie et tout en tête mais après le mec après il est revenu avec une reprise de Goldman très smart, on n'aime pas mais voilà et c'est pour ça que je raconte la petite histoire, c'est que le mec il a appliqué un plan, une constance, t'en parlais, une vision, la sienne, on en pense ce qu'on veut, il a sa vision, sa carrière, il la gère et cette manière d'être je trouve suffisamment, les gens parfaits n'existent pas, mais suffisamment respectueux, professionnel, d'où mon speech, tu vois. Je veux dire fidèle. Et le mec de me dire à l'époque, tu verras, je vais tâcher de me refaire, je ne sais plus s'il le disait dans ces termes-là, mais et Romain, un jour, je t'appellerai, il y aura 60 dates dans l'année, des zéniths, et on le fera et tout. Le mec, 2 ans après, il s'était refait, il m'a rappelé. Et c'est moi qui lui ai dit non, tu sais quoi, Matt, je vais faire autre chose parce que moi j'avais envie de faire autre chose et j'avais pas obligatoirement envie de continuer à jouer sa musique et son monde justement mais vraiment t'as eu l'opportunité. Ok, ça c'est réglo. Et donc c'est pour ça que je raconte ça et je le raconte dans mon milieu, je le raconte aux gens avec qui je bosse qui peuvent tout à fait dire Pokora, oh putain non moi je peux pas tu vois, et ben je raconte toujours ça parce que sur le plan professionnel j'avais déjà entendu moi j'écoute beaucoup de podcasts sur le rap, je suis très intéressé par le monde du rap et j'avais déjà entendu, je crois que c'est je sais plus qui donc je vais pas dire de conneries, mais effectivement j'étais assez surpris qu'il soulignait son professionnalisme, etc. Enfin, tu vois, il y a une bonne image, même dans des milieux qui, on pourrait croire, serait pas forcément le dénigre, mais il y a un côté... Et ça, c'est important aussi, des fois, de distinguer l'artiste, le professionnel, etc. Et puis la musique qu'il fait, quoi. Enfin, je parie volontiers que c'est pour ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes issus de télé-réalité ou type Popstar ou Star Academy, qui sont là, je sais pas, 22 ans après, quoi, et plutôt en haut de leur carrière, quoi qu'on en pense, et chacun est libre il y en a très peu, de toute façon, je pense que... Sur le plan de carrière, il a été capable et bien entouré sûrement, et sûrement pas parfait, il y a sûrement des gens qui ont des histoires où ils sont pas contents, heureusement, enfin, dans tous les... Qui peut se targuer dans sa carrière professionnelle de ne pas avoir des accros, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu était ce que j'ai raconté à l'instant, quoi, voilà. Et du coup, donc là, de toute façon, ta carrière, donc en fait, à partir de là où tu es, de toute façon, musicien professionnel. À partir de là, c'est régulier un peu, Donc, tu es appelé, parce que c'est ça que je trouve intéressant, c'est souvent, je trouve qu'on comprend pas bien le métier, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, tu vois, j'ai découvert un peu plus ça il y a quelques années par des projets que j'ai faits, mais le côté, moi je croyais qu'un groupe, c'était comme dans les films, tu vois, enfin dans les films où l'histoire de certains groupes, les mecs, je sais pas, ils se rencontrent
à la fac ou je sais pas quoi. Puis tu vois, le côté membre d'un groupe, tu vois, c'est toujours les membres fondateurs, ça tourne jamais, ou je sais pas, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. Parce que déjà, il y a des artistes qui n'ont pas vraiment de groupe, qui ont des musiciens. Enfin voilà, c'est. Et donc toi, juste un peu, si tu veux me dire en quelques mots, tu vois, un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu travailles pour plusieurs groupes, tu composes, tu tapes Oui. des choses personnelles. Enfin, tu vois, comment ça s'organise un peu Alors, faut que j'essaie de pas vous refaire un fleuve comme je viens de faire, mais parce que c'est un peu comme tu as tout dit dans l'énoncé. Je veux dire, voilà, ouais, il y a plein de métiers. Ouais. Quand Oui, on c'est dit ça, faire de la c'est musique. un monde. Voilà. Et effectivement, j'en pratique plusieurs, pas tous. Donc oui, la composition pour d'autres, pour du film. Justement, tu as plein de sources de revenus, comme je disais précédemment, un peu les droits C'est hyper d'auteur. intéressant. Ouais. Voilà, tu vas être payé au cachet quand tu fais un concert ou quand tu fais une séance de studio pour quelqu'un. Donc c'est des CDD, hein, vraiment le contrat type en musique, c'est le CDD. Hein, qui te donne droit à ce statut particulier qui est le statut d'intermittent du spectacle, mais en termes contractuels, c'est du CDD. Chaque jour où tu fais un concert, tu as un contrat. Donc on croule sous la paperasse. Hein. C'est un concert, c'est un CDD d'une journée. Un concert, c'est un contrat, une feuille de paye, un feuille de congé spectacle. Enfin, je dis, on croule sous les. J'ai des boîtes d'archives chez moi sans avoir d'entreprise. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Moi, dans ma tête, je sais pas, c'était. Je sais pas. Sinon, ça aurait pu être aussi une facture, genre à chaque fois que tu. Ouais, alors ça se fait pas trop en musicien. Ouais. Non, mais ça n'a aucun sens. Parce que voilà, c'est retoqué et tout. Enfin, je crois que l'administration. Et justement, le statut d'intermittent existant, c'est celui-là qu'on emploie. Par contre, il y a beaucoup de gens dans la technique. Les techniciens et tout ça, beaucoup plus ont recours aussi à la facture. Ok. Voilà. Mais musiciens, artistes, c'est plus de l'emploi contractualisé sous forme de CD. C'est bien aussi. Enfin, ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Mais donc, c'est plein de petits contrats courts. C'est ça. C'est ça. pareil, donc si tu vas en studio, par exemple, pour jouer le clavier pour un groupe pendant une journée, c'est ça. C'est une journée, quoi. C'est ça, exactement. C'est un contrat qu'on appelle, dans notre jargon, un cachet, qui vaut pour 12 heures de travail, que tu aies bossé 18 heures, 6 heures, 9 heures, enfin, c'est à la mission finalement, c'est pas au vrai taux horaire. Et tu as une paye pour ce jour. Tu as bossé un jour, c'est une sorte d'intérim. Enfin voilà, c'est de la mission courte. C'est du CDD, quoi. Littéralement, intermittent, sur le plan technique. Ça, c'est le côté. Évidemment, après, il y a les usages. Tu es pris pour une tournée, il y a 45 dates, tu reçois un planning. Il y a même des histoires de musiciens virés en cours de tournée qui peuvent toucher la fin de la tournée parce que de fait, il y a une sorte de. Il y a quand même implicitement un engagement, si tu veux. Tu vois, donc la forme, elle est au jour le jour, mais tu as quand même une considération et heureusement. Voilà, d'emploi à long terme aussi. Voilà, à moyen terme. Voilà. Une tournée, c'est 44 fois un jour. Par exemple, si tu fais 44 cachets, c'est aussi une tournée pour laquelle on t'a branché. Et entre ces différents métiers, justement, comment ça s'organise, tu vois? C'est-à-dire, toi, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te dis, bon, là, c'est une période où je vais composer, ou alors là, je suis en tournée Bah écoute, tu me tends la perche pour partir sur mon profil et les outils no-code que j'ai désiré utiliser et donc me trouver des projets, voire les inventer. Pour que s'organise, moi, ma manière de travailler comme ça. Je pose ça là, on y reviendra, mais en gros, putain, il y a plein de trucs, mais bon, attends, je vais essayer de te répondre simplement. Non, mais ma question, effectivement, elle est un peu... je sais pas s'il faut que je te parle de moi précisément ou de ceux qui se font dans la musique. Là, parlons de toi, tu vois. Et justement, parce que moi, il y a aussi un truc qui m'intéresse de parler, et on peut en parler là. De toute façon, on va faire des va-et-vient entre les différents sujets, mais c'est un peu comment tu t'organises aussi d'un point de vue outillage, est-ce que tu as une routine, est-ce que quand tu lèves le matin, tu as un agenda, tu vois, je sais pas. Alors, moi, je fais partie de l'équipe qui n'a pas du tout peur des tableaux Excel ou des to-do list. Pour le coup, j'ai monté une boîte il y a 10 ans avec mon frère, mon cousin et ma mère. On prétendait réinventer et on s'est allègrement planté, mais c'était une chouette expérience. On voulait faire un Spotify pour enfants, de musique pour enfants. Ma mère étant artiste jeune public et cherchant des nouveaux canaux pour faire exister cette niche très particulière qu'est la musique jeune public. On s'en rend compte quand on a des enfants que la musique jeune public, on en cherche. Avant, on s'en fout et après, on en cherche. Et c'est pas tellement facile. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment une niche à l'intérieur de la musique. Et c'est pas du tout consommé, produit. Les enfants, surtout en bas âge, n'ont pas du tout les mêmes besoins que les adultes. Les adultes, on aime bien avoir Spotify, avoir tout sous la main, le nouveau tube, le nouveau truc qui est sorti. Un enfant, il écoute en boucle le même morceau pendant des semaines. On veut surtout de la qualité. Bref, donc nous, on prétendait répondre, adresser à ce besoin qu'on fantasmait. On s'est fracassé parce qu'on a très mal fait notre boulot
justement, de est-ce que c'est un vrai besoin pour les parents? En fait, ils ont YouTube, en fait, ils ont machin, en fait, ils font autrement. Bref, j'ai appris plus tard, justement, Lean Startup, faire mes devoirs, être sûr de mon modèle business, des véritables besoins, en fait, en face. Bref. Pourquoi je suis parti sur ce truc-là? Parce que les outils. Et c'est quand même en faisant cette boîte-là, par exemple, que j'ai découvert Trello, qui est un outil, moi, que j'utilise depuis 2014-2015, quoi, que j'adore. Donc, par exemple, moi, dans ma vie autant personnelle que professionnelle, c'est Trello tous les jours, le matin au réveil, depuis que j'ai appris à bien l'utiliser, c'est-à-dire parce qu'au début j'ai fait toutes mes to-do list et sûrement ça parlera à plein de gens. La to-do list c'est l'enfer parce qu'en fait t'écris tout et puis t'es submergé par ta propre to-do list, puis une to-do list par essence tu la fais jamais entièrement à la fin de la journée. Enfin ça peut être source d'angoisse terrible en fait. Ta to-do list en fait t'as jamais fini. Charge mentale, ouais. Donc en fait faut savoir, c'est un espèce de double tranchant la to-do list, absolument terrible quoi. Et Trello a quand même finalement été l'outil que j'ai conservé. Même si je suis passé par une phase où je me faisais peur avec mon Trello, mais à partir du moment où j'ai su quand même mettre des dates sur raisonnables, réalistes et prioriser réellement, pas tout mettre en priorité, tu vois, et que donc j'ai filtré par priorité et date, c'est-à-dire que ce que j'avais à faire pour hier, aujourd'hui ou demain, tu vois, et là d'un coup ma to-do list est sympa, et là, et c'est récent, hein, finalement c'est au bout de plusieurs années, hein, je dois dire, que là maintenant j'ai un Trello vraiment qui me fait du bien pour bosser, donc comment je m'outille. Et je ne regarde que le Trello qui dit ce qu'il y avait hier, aujourd'hui ou demain, et j'y repasse tous les jours. C'est un peu le problème des outils, ce serait la même chose avec Notion, etc. Il faut une méthode qui va avec, quoi. Et ça, moi, j'ai du mal encore. Et ça, après, c'est aussi perso, tu vois. Il faut trouver la manière d'organiser ces trucs. Mais c'est vrai que bon, il y a des choses qui existent, sorte de petites méthodes qui existent. Et puis sinon, parce que sinon, c'est marrant ce que tu t'écrivais là, tu vois, comme tu sais la to-do list qui devient un peu une source d'angoisse. Il y a un livre qui s'appelle La 25e heure sur la productivité. Je sais pas si non, j'ai entendu sûrement grâce à vous ça, mais je l'ai pas. Je te l'offrirai la prochaine fois. J'ai pas pensé. Avec plaisir. Et c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et eux, ils parlent de nuages noirs. En fait, ils disent il y a plein de choses qu'on fait, en essayant de s'organiser, qui se rajoutent en fait de la charge mentale. Ils appellent ça le nuage noir. Et donc, notamment les tâches qu'on a à faire, c'est un peu ce petit nuage noir que tu as au-dessus de la tête, un peu comme dans les BD. Et ils évoquent des techniques un peu de productivité, mais des trucs très simples. C'est pour ça que j'aime bien ce livre. C'est un livre très, très pragmatique. C'est pas du tout des conseils de start-upper, des trucs, enfin, un peu, mais qui sont bien. C'est des mecs qui sont hyper... je sais pas, c'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Et eux, en plus, tu fais ça pour te libérer du temps, pour mieux bosser, mais pas pour bosser plus. C'est pas truc de travailler plus pour gagner plus. C'est vraiment... j'aime bien. Donc, c'est vrai que c'est important parce que on pourrait se dire, ah, c'est bon, j'utilise Trello, c'est bon. Mais en fait, c'est comment on l'utilise aussi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on se disait tous les deux, peut-être hors micro avant d'enregistrer, je crois. Mais... effectivement, moi, c'est un travail encore maintenant. Donc voilà, comment je m'outille? Je suis encore en train d'apprendre moi-même en pratiquant. D'où aussi mon intérêt pour vous, pour Contournement, pour vos formations. Mon intérêt de te rencontrer, même par rapport à typiquement cet échange à l'instant, là, une expertise que je cherche encore avec des gens plus chevronnés ou tout simplement dans le partage. Voilà, comment toi tu fais. Donc je te renvoie presque la question. J'ai le même intérêt à te la poser à un moment. Mais, et tu viens déjà de donner des éléments de réponse. En tout cas, je continue de travailler le fait, et malgré mon appétence pour les outils, et évidemment, le no-code et tout ça me met dans un état d'excitation très, très fort par sa potentialité. Mais l'outil n'est pas ce que tu fais, quoi. Et donc, je continue en même temps à lutter, enfin, peut-être pas lutter, c'est trop négatif, mais à garder en ligne de mire et en travail, quoi. C'est tout le temps en travail de pas fétichiser mon outil, tu vois. Et voilà, Trello, il est devenu sympa quand, effectivement, j'ai su l'utiliser sûrement mieux. Et l'adapter à tes besoins, c'est une sorte de douleur, quoi, de chemin, tu vois. C'est ça. Et donc oui, ce sont des super outils, tous ces outils géniaux, fabuleux, mais effectivement qu'il faut vachement dompter et qui, je crois, nous ramènent peut-être à des considérations de longue date de savoir travailler, quoi. Je sais pas, tu vois, je te renvoie. Tu m'en parles, cher Alexis. Non, mais c'est un vrai sujet. Nous, c'est le truc qui nous anime aussi pas mal, tu vois. Un peu la productivité. Et nous, on insiste vachement sur le fait de pas se construire des usines à gaz, de pas, j'aime bien ce côté fétichiser les outils, de pas être focus sur les outils. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne solution qui nous plaît, enfin à chacun, qui est bien adaptée. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des techniques, enfin tu vois, nous on partage, mais on dit à chacun, ne faites pas exactement comme nous, inspirez-vous, faites votre propre petite méthode. Et puis après, le but de toute façon, c'est de faire ce que vous savez faire.
l'organisation, bon, c'est qu'un bout du travail, quoi. C'est dur de... Et ça me concerne très franchement, hein, vu que tu me questionnes sur moi, et j'assume de le garder en ligne de mire aussi, par rapport à tes questions précédentes. Tu vois, je pense vraiment que moi, c'est encore un effort intense, quoi, d'essayer de m'assurer que je kiffe vraiment, mais profondément, quoi. Genre, existentiellement. Là, c'est mon style, hein, les amis, hein, là, que vous entendez. Je fais languir avec mes longs mots. Mais vraiment, c'est encore difficile, délicat, voire un peu douloureux, de réussir à réellement avoir bien bossé. Enfin, je veux dire, réellement être satisfait de me dire j'ai suffisamment bossé aujourd'hui. Enfin, ou dit autrement, de pas procrastiner, c'est-à-dire de réellement cocher une case qui comptait pour moi. J'oserais dire, pour essayer de me faire comprendre, ça pourrait être ne surtout pas m'être excité à essayer 15 outils, mais avoir vraiment fait ce que j'avais dit que je voulais faire. Je sais pas si ça parlera à des auditeurs, auditrices. Si, c'est douloureux de réussir ton truc. Nous, on en voit plein. Hein, qui... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Même nous, ça peut nous arriver. Relou. Passer plus de temps à s'outiller qu'à faire notre travail. Oui. Tu vois, parce que il y a toujours un objet brillant, c'est le syndrome de l'objet brillant un peu. Et puis aussi le syndrome du... il y a un super article que j'ai lu et que j'ai un peu... qui s'appelle sur le over-engineering. Tu vois, c'est-à-dire... Ce terme, j'ai découvert avec vous et il me parle très fort. Tu vois, faire une to-do list simple dans Trello, probablement que ça fait le taf. Mais il y a des gens, parce que Notion, par exemple, te permet de faire des trucs super, et parce qu'ils ont vu une vidéo d'un influenceur qui leur a montré un truc de fou, ils vont passer une semaine à se construire un truc de malade dans Notion. Alors qu'en fait, la petite liste dans Trello, elle suffisait, tu vois, un peu configurée. Et ça, c'est vrai que moi, j'essaye de m'en méfier. J'ai pas trop ce biais-là, mais parce que j'aime bien un peu en parler avant, justement, le côté un peu brut. Moi, je fais des choses, il faut que ça marche, passe à la suite. Tu vois, un peu plus un bidouilleur. Et j'aime bien quand je prends du temps à bidouiller, mais quand je dois construire un truc, je fais vraiment le minimum syndical, il faut que ça marche. Je pense que c'est un état d'esprit que je trouve important, en tout cas pour les no-codeurs et no-codeuses, en tout cas que j'essaye de partager. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu as la même chose dans la musique ? Que par exemple, ce que je viens de dire un peu sur Trello ou tout ça, ou fétichiser les outils voilà. Est-ce que dans la complètement. Alors, complètement du côté du matos. Et ça fera rire, pareil, auditeurs, auditrices, musiciens, musiciens. Temps à... je dirais geeker sur le matos. Alors moi, encore une fois, petite parenthèse politique, idéologique, point trop d'infos, mais moi je l'assume, c'est moi. Salut, je m'appelle Romain Caillard. Moi, voilà, n'oublions pas, on est dans un satané monde vraiment productiviste, capitaliste, qui surfe aussi nos trucs très humains. Voilà, et puis nos trucs très humains. Enfin, l'outil nous permet de fabriquer des choses. C'est absolument fabuleux qu'on aime nos outils, c'est bien normal. Mais voilà, on nous en produit des palettes, quoi. C'est ça, on nous incite à les aimer un peu trop, moi, je pense. Surtout, on nous incite à se procurer tout le temps les derniers outils, alors que les anciens faisaient déjà bien ça. Voilà, et je pense qu'il y a... Je vais essayer de dire autrement ce que j'essaie de dire. Il y a une douleur, en tout cas, je parle pour moi, il y a une douleur... il y a un effort à faire, je pense, que moi, je prétends essayer de faire. À pas renoncer pour renoncer façon judéo-chrétien, je me tape dans le dos, non, j'achèterai pas ce truc-là. Non, c'est pas ça, je fais pas de leçon de morale. Mais il y a une douleur justement aussi presque à réussir à faire sans l'outil ou suffisamment avec cet outil-là, ton minimum. Truc que tu voulais faire. Ou dit autrement, il y a un risque toujours de ne pas faire ce truc qu'on voulait finir. Là, je fais mon psy de comptoir, mais parce que moi, je pense que terminer le truc que tu avais dit que tu voulais faire, et par exemple le livrer à tes clients si c'est ça, ou te le livrer à toi-même si c'est ce que tu voulais faire, il y a une symbolique de la mort, parce que réussir, c'est avoir fini de vivre, hein, j'y vais un peu fort, mais... Je pense qu'il y a des immenses risques avec nos outils. Et en musique, c'est pareil. Acheter des synthés, acheter de nouveaux synthés, acheter de nouveaux plugins, acheter de nouveaux micros et tout, pour pas faire ton disque qui te rend mort de trouille. Vraiment, je trouve vraiment le fond du problème. Et donc tu dirais que tu as un peu ça aussi sur la musique. Je viens de le dire, voilà, avec les synthés, le matos, là on est dans mon studio, les gens ne voient pas, mais il y a plein de matos, sûrement même un peu trop. Moi, c'est vrai que j'ai du mal comme je ne connais rien, j'ai du mal à savoir s'il y en a trop ou pas assez. Mais après, je pense qu'il y a une question, c'est avoir des trucs, mais il y a aussi passer du temps à, comme tu dis, choisir les nouveaux trucs, tester au détriment de livrer peut-être la composition que tu dois faire pour un film, je sais pas. Je sais pas, je pense que tout le monde a vécu,
et j'espère que tout le monde a vécu, mais je le pense, que ce soit justement grâce à tes parents quand tu étais petit qui te disaient bon, c'est bon là, tu fais tes devoirs, tu as 1 heure, à 10h, tu as fini, point. Je veux dire, je ne suis pas du tout pour, encore une fois, le struggle for life à l'américaine. Ouais, la contrainte qui fait mal, c'est une bonne chose. Allez vous faire parce que non, moi, j'y crois pas 2 secondes. C'est une violence, point. Mais la contrainte et la limite rend incroyablement créatif. Voilà. C'est aussi ce que j'aime dans le no-code un peu autrement. C'est-à-dire que finalement, ces outils qui t'évitent de... Alors là, je vais peut-être me mettre des ennemis sur le dos, mais de trop geeker. Et sauf mon amour pour les devs et tout ça, évidemment. Hein. Mais moi, je dis ça en grand geek que je suis. Mais je veux dire aussi, vas-y, livre ton truc. Le fameux It Works, tu vois, ça marche. Et c'est ce que j'aime dans le It Works, c'est que sous-entendu, t'as fait ton truc ou t'as pas fait ton truc ça, il faut livrer. Voilà. Chez les indie hackers, ils disent ship it. Voilà. Et moi, ça, bah, tu sais quoi, cher Alexis, voilà, là, je me touche moi-même, je me touche émotionnellement, mais je me touche de dire ça. Ouais, moi, c'est comme ça que je dis les choses aussi. C'est ça, moi, qui m'amène à te rencontrer, à t'avoir invité à mon concert, à avoir aussi eu envie que vous voyiez ça de moi, pour vous dire aussi que les outils, le concert que je fais le soir, l'après-midi, j'ai fait un truc avec ces outils no-code, et aussi grâce à vous en termes de formation et de savoir et de partage, enfin de faire connaître ces outils, qui est il me semble votre action, vous. Ouais, je sais pas exactement, je digresse, là je suis en séance d'analyse là, de psy, là, tout de suite, là en direct. Là, c'est moi qui suis sur le canapé pourtant. Mais je suis sûr que ceux qui y arriveront, si je suis pas trop mauvais, auront ressenti sans que j'ai besoin de réussir complètement à dire ce que j'allais dire. Et peut-être toi, mais voilà, là on est à l'endroit justement où il y a les deux en même temps, c'est notre condition d'humain, et on se démerde et on oscille en fait entre trop de matos, pas assez. Mais voilà un peu les deux sujets qui me font moi, qui sont complètement en moi et que je travaille. Voilà, en faisant trop des fois des to-do list et des machins, et en même temps en réussissant aussi par moment à finir un truc ou à le livrer. Voilà, c'était là-dessus qu'on était. Et je crois, pour revenir aussi aux vies professionnelles et tout ça, qu'il faut absolument, si on n'y arrive pas tout seul, bosser pour quelqu'un qui te fout des jalons. Je le redis encore, non, la violence, le mépris, la brutalité d'un truc, je m'en bats les couilles, comment t'as fait, livre-moi ce truc-là. Bon, attention, je mets des gros guillemets à mon... Voilà, il faut pas de violence, mais je veux dire... réussir à se contraindre aussi, voilà. Bien sûr. Voilà, pardonnez-moi les amis si j'ai fait long, parce que je sais que c'est mon style. C'est clair. Mais ma pensée est celle-là. Et donc oui, en musique, c'est pareil. En termes de matos et tout ça, c'est strictement la même chose. En tout cas, moi, ce que je vis, c'est pareil. Ok. Par contre, je fais peut-être de la scène. Et finalement, la scène, c'est ce que je fais le plus que le studio. Et je fais peut-être de la scène, parce que la scène, le concert à l'Olympia, c'est le 3 avril. Et le 3 avril, à 19h50, quand tu joues à 20h, t'es dans ta loge et t'as ce moment où ton régisseur avec son talkie-walkie, l'enfant, ouais les gars, on y va, c'est parti, ok, on monte en scène. Et voilà, quoi, c'est fini, quoi. Ouais, t'as plus le temps, tu peux pas passer encore 30 minutes à choisir. Et ouais, le fameux show must go on. C'est parti, quoi. Show must go on. Et moi, j'ai vécu ça à l'Olympia avec FFF, là, en avril l'année dernière. Dernier, je crois que c'est en avril qu'on a joué. J'ai mon clavier en bandoulière, là, mon guitare tout à fait kitsch avec des LED que j'ai fabriqué, pareil, en bon geek avec mon pote. C'est vrai, on pourra parler de cet instrument. Qui a failli foutre le feu à l'Olympia, puisque c'est un custom total. J'espère que l'Olympia m'écoute pas, parce qu'ils vont m'en vouloir, on leur a pas dit. Mais c'est pas grave. Et je l'ai mis à charger, et c'est ce jour-là qu'il a décidé de cramer, que la batterie lithium a décidé de cramer, et que ça a fumé. Ça n'a pas pris feu, mais ça a fumé. Et j'arrive pour le débrancher au moment où le régisseur dit « Allez les gars, on y va !» parce que je le charge au max avant d'aller sur scène pour être sûr d'avoir de la batterie. Et il marche pas. Et donc tu découvres 3 minutes avant ton Olympia que tu n'auras pas ton instrument. Alors, heureusement, je pouvais faire autrement. Cet instrument n'est qu'une télécommande. Mais donc, je peux jouer quand même. J'ai d'autres claviers. Heureusement, je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier de cet instrument-là. Mais voilà. Des fois, quand l'outil ne marche pas, c'est bien. Voilà ce que je cherche à dire. Il faut avoir des plans B et des... papier stylo, quoi. Ouais, c'est clair. On revient toujours au basique. Mais ok, c'est cool. Ouais, parce que moi, j'ai vu dans le concert où je t'ai vu, tu jouais avec un moment. Toi, tu m'en as vu jouer, mais à l'Olympia, je l'avais pas, par exemple. C'était frustrant et à la fois, non. Parce que c'est vrai que ça fait un effet assez chouette, quoi. C'est-à-dire que d'un coup,
si tu es à tes claviers, tu es statique dans un coin de la scène, là, tu peux venir te mêler avec les musiciens. Avec cet instrument-là, alors là, sciemment, j'ai voulu développer un instrument comme ça, utiliser cet instrument qui s'achète, que tout le monde peut s'acheter dans un magasin de musique, mais qui a la particularité, quand tu l'achètes comme ça, d'être très relou parce que tu as plein de fils à la patte. Il faut l'allumer avec un fil. Bon, maintenant, ils font des espèces de trucs sans fil pour pouvoir télécommander tes claviers, mais il n'y avait pas à l'époque où je l'ai acheté moi. Donc, il y avait le fil aussi pour aller à tes claviers. Bref, c'est une grosse télécommande. Et tu te fades des kilomètres de fil plus que les guitaristes ou bassistes avec leurs câbles. Et c'est chiant. Et donc moi, j'ai fait ce custom parce que je voulais m'émanciper de la position statique des claviers. Ouais, j'imagine. Et aussi aller jouer mon rôle un peu kitsch. Non, mais j'imagine, tu vois, c'est toujours, les batteurs ont dû toujours avoir ça, le fait d'être toujours eux dans leur coin et pas pouvoir se mêler. Alors que c'est vrai que tu vois toujours le chanteur, la chanteuse qui s'éclate avec le guitariste ou quoi. C'est cool, quoi. Mais c'est vrai que ça faisait un effet assez cool dans le concert, quoi. Ça me permet même de développer un personnage théâtral, quoi. C'est-à-dire que aller sur scène, c'est déjà assumer d'être sur scène. Pareil, je pense que ça parlera à ceux qui écoutent, qui sont déjà allés voir un concert. J'espère qu'ils l'ont déjà fait. Je veux dire, le public, on espère bien que l'artiste ou les artistes vont nous faire leur truc, qui peut être très intimiste ou qui peut être très rock'n'roll, mais je veux dire, on sait quand même, on sait sans savoir ce qu'on attend, quoi. D'être touché, qu'on nous ait balancé quelque chose, quoi, tu vois. Et à ce titre-là, c'est vrai que moi, la scène et le guitare, donc cet instrument rigolo, me permet d'aller expérimenter. J'oserais dire, c'est quoi ma bête de scène, quoi, au sens de l'animal, quoi, tu vois. Et je m'éclate effectivement à faire ça. Ça se sent. C'était assez cool d'ailleurs, parce que je trouve que dans le concert des FFF où j'étais, il y avait à la fois des moments intimistes, et ça se voit qu'il y a une vraie connexion avec le public et tout. C'est un groupe qui existe depuis combien, 30 ans au moins, ouais, presque 40, ouais. Ouais, donc, et moi je me souviens à une époque, en tout cas, elle était très connue, vraiment avec quelques titres qui tournaient en boucle et tout. Puis ça a été. Après, est-ce qu'ils ont fait une pause ils ont fait une pause au début des années 2000 jusqu'à 2014. Une petite quinzaine d'années. Et toi, c'est là où tu as rejoint ? Ouais, je suis arrivé en 2015, moi. Ok. Je suis le jeune qui est là depuis 10 ans. Et qui a 40 piges. Ouais, c'est ça, parce que ils sont un peu plus âgés. Ça se voyait aussi un petit peu dans le public. Il y avait, mais il y avait une super. Et donc, du coup, il y avait une super énergie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ces moments un peu intimes, vraiment une connexion avec le public, et puis des moments plus où, limite, ça part en pogo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'était c'est chouette. Fusion, rock, funk, c'est typique des années 90, assez énergique. Et c'est vrai que c'est un groupe vraiment de scène, quoi, qui a ses lettres de noblesse sur scène, qui est connu pour être. Et comment ça s'est passé pour, encore une fois, on revient sur le côté plus musical, carrière musicale. Comment ça se passe pour, c'est des rencontres, c'est pour rejoindre un groupe comme ça. J'ai vraiment aucune idée, tu vois. Eux, je les rencontre en 2014, pardon. Donc voilà, Pokora, je fais ça en 2008-2009. 2010-2011, je suis avec Uffy pour Headbanger, le label Headbanger de Justice. Ouais. C'était cool, j'aimais beaucoup. Enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'elle fait maintenant. Mais... elle vit aux États-Unis. Je crois qu'elle continue de chanter. Moins, j'ai l'impression. Mais oui, c'était la grande époque. La grande époque Headbanger. Et voilà. Et en 2012, je fais une petite pause un peu musicale. Je continue des trucs et tout, mais moins de scènes. Et c'est là que je monte cette boîte Spotify pour enfants. D'accord. Voilà. Et en 2014, je recommence à avoir envie beaucoup de jouer plus, quoi. Ma boîte s'est plantée au bout de 2 ans. Et c'est là que je pars au Mexique avec un mec qui s'appelle Adán Jodorowsky, qui est un artiste franco-chilien assez connu en Amérique du Sud. Et il se trouve que le guitariste, c'est Raoul Chichin, qui a la vingtaine, qui est le fils de Catherine Ringer et Fred Chichin, donc les Rita Mitsuko. On sympathise énormément ensemble. On sympathise beaucoup avec Adán. Et on joue à notre retour de tournée au Bus Palladium à Paris. Mythique salle de concert rock. À côté de Pigalle. Voilà. Qui a fermé depuis, hélas, qui est détruite. Et il se trouve que Adán et Raoul, ils ont comme amis en commun Yarol et Marco Prince d'FFF, 2 des membres d'FFF. Et il se trouve que quand on joue au Bus Palladium, Yarol et Marco sont là.
pour voir Adan et pour voir Raoul. Et il se trouve qu'il me repère et il nous voit jouer, il kiffe. Déjà nous on était rodés de notre mois et demi au Mexique à avoir joué tout le temps, monté un groupe de reprises justement, on avait joué dans des bars, on se faisait chier parce qu'on avait que 15 dates en un mois et demi, donc on a monté un groupe de reprises, on répétait à l'hôtel et puis on a commencé à jouer dans les rades au Mexique, c'était génial. Voilà, donc vraiment on était très très soudés et je pense que ça se sentait et on était très très rodés et ça devait se sentir aussi parce qu'on avait fait beaucoup de concerts. Quand on a joué au Bus Palladium à la rentrée, on avait fait beaucoup de concerts. Et évidemment, Yarol et Marco ont kiffé ce qu'on a fait et sont venus me voir aussi en me disant on a kiffé ce que tu as fait au clavier et on cherche quelqu'un au clavier. Donc vraiment, je les ai rencontrés comme dans les belles histoires. Voilà, j'étais au bar, j'ai joué mon truc et puis tu as un mec connu qui est venu me parler et qui m'a dit viens dans mon groupe, quoi. Voilà, en gros, comment j'ai. Et donc, je les ai rejoints en studio à Lyon. Ils étaient en train ils avaient booké un studio pendant 15 jours en lock-out, on dit, c'est-à-dire avec logement, bouffe et tout sur place. Tu restes 15 jours, tu as le studio jour et nuit. Et on faisait que jammer, donc justement improviser, jouer, plutôt du début d'après-midi au milieu de la nuit, quoi. Et ils m'ont invité à faire ça officiellement 2-3 jours. Voilà, viens 2-3 jours, on fait venir aussi d'autres claviers et tout, genre un peu une espèce d'audition qui dit pas son nom, tu vois. Finalement, je suis resté 15 jours, il n'y a eu aucun autre clavier. Et puis, je suis avec eux depuis 10 ans. Voilà. Et on a fait un album depuis qui a mis du temps à se faire, mais qui s'est fait. Et il y a un deuxième album là qui sort en début d'année. Et puis, on a fait ces 2 ou 3 tournées, dont la dernière à laquelle je t'ai invité. Pour laquelle on a fait l'Olympia, puis la Cigale où tu es venu, quoi. Voilà. Merci encore d'ailleurs, c'était très cool. Plaisir. Et juste dernier, après on va parler un peu aussi quand même de No Code, mais tu as joué aussi avec Catherine Ringer. Ouais, c'est ça. D'Erita Mitsuko. La connexion. La connexion par Raoul, par son fils. En fait, j'ai fait partie du groupe de Raoul qui s'appelle Minuit. Voilà, avec sa sœur. Là, de la genèse du groupe, quasiment de la genèse, je les ai rejoints peu après le début, jusqu'à ce que là, ça se mette en pause. Évidemment, en jouant avec Raoul dans son groupe, avec sa sœur, j'ai évidemment rencontré Catherine. Et Catherine, elle nous a branchés, Raoul et moi, son fils et moi, quand elle a dit « Ouais, je vais remonter un répertoire d'Erita Mitsuko exclusivement », parce que hélas, Fred, son père à Raoul, est mort en 2007. Donc depuis, Catherine, elle fait une carrière solo. Dans laquelle elle joue aussi des morceaux d'Erita, mais pas que, des morceaux qu'elle écrit elle. Et elle fait des disques à elle, depuis. Mais là, elle remontait un répertoire exclusif d'Erita Mitsuko en 2019, parce que la Philharmonie de Paris lui avait demandé un peu une rétrospective de faire un truc, est-ce qu'elle accepterait? Elle avait dit oui. Et puis naturellement, ils ont eu envie après d'en faire une tournée. Et c'est là qu'elle nous a demandé à Raoul et moi de la rejoindre avec Nicolas qui était déjà au clavier, donc 2 claviéristes et 2 guitaristes. Paul... Pavillon à la guitare, et donc Raoul le rejoignait en 2e guitare, et puis moi, Romain, qui rejoignait Nicolas Liénard, qui est le claviériste que je salue, qui est le claviériste de Catherine, pour cette tournée. Et donc, on a joué que l'Erita Mitsuko pendant... Alors, il y a eu le Covid au milieu, donc on va dire pendant 3 ans. Et là, c'est un peu un accomplissement de ma carrière. Pour celles et ceux que ça intéressera, il y a une chouette interview de Catherine et moi en ligne sur YouTube où justement lui est demandé comment elle a rencontré ses musiciens les uns après les autres. On a chacun un petit épisode, j'ai trouvé ça très chouette qu'ils fassent ça, la prod, et où on parle, nous, de notre rapport au répertoire d'Erita, à titre perso, de ce qu'on fait dans le groupe d'Erita, des parties qu'on joue avec nos instruments respectifs. Et Catherine est interviewée en parallèle aussi sur comment elle nous a rencontrés, chacun de nous, qu'est-ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est assez sympa, je trouve ça vraiment assez chouette comme interview et comme docu, quoi, un peu. Je mettrai le lien vraiment dans les... Je l'ai regardé avant de venir. Et puis d'aller voir les autres trucs aussi des autres musiciens, évidemment, hein, pas que de moi. Mais c'est chouette de voir elle aussi comment elle a rencontré ses musiciens, ce qu'elle en pense, comment elle vit le truc. C'est très très chouette, j'ai trouvé ça vraiment bien, ces interviews. Voilà. Cool. Et donc on a joué... ça dans les liens, dans les notes avec l'épisode. Cool. Bah écoute, super intéressant. J'espère. Non, mais franchement, de toute façon, je trouve que toutes les carrières en général sont intéressantes. Tu as toujours les chemins, voire là, bon, c'est un peu chouette en plus parce que tu nous donnes des noms, des choses, tu as des expériences qui sont quand même un peu cool, tu vois, mais globalement, toutes les carrières, moi, je trouve, sont toujours intéressantes. Tu as toujours un chemin qui amène quelque part. Bon, c'est pas fini, il y aura une suite. Mais du coup, pour parler un petit peu aussi de No Code, on a évoqué déjà plusieurs fois un peu les parallèles, les similitudes et tout, c'est cool, c'était un petit peu un des objectifs de cet épisode. Mais je suis curieux aussi un peu de savoir ce que tu fais par ailleurs, parce que il me semble que tu travailles un peu aussi pour l'asso de ton père. C'est ça. Et donc c'est l'occasion aussi de dire un peu ce qu'il fait, parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, donc justement ce lien avec la musique et tout. Bah là, alors vas-y, allons-y direct sur un projet complètement informatique, outil administratif, outil interne,
que je fais donc, mon deuxième accomplissement no code informatique de développement. Alors déjà vite fait, moi j'ai fait une formation au Wagon l'année dernière que j'ai beaucoup aimé en dev, voilà leur formation basique là de dev en Ruby, très chouette pendant 3 mois, je me suis éclaté. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça donc justement parce que moi ma vie de musicien, mon activité principale professionnelle musicale c'est la tournée, donc je suis beaucoup sur les routes, donc je suis beaucoup à l'hôtel. Parce que tu joues le soir. Et que quand tu joues 50 fois, 60 fois dans l'année, tu fais plus des répétitions la journée et tout. Tu fais que ton concert le soir. Donc, tu n'es pas chez toi. Donc, c'est super quand tu es dans une grande ville chouette où il y a des trucs à visiter ou une plus petite ville où il y a des trucs à visiter, c'est sympa. Mais une fois que tu as visité aussi plein de trucs, tu as aussi une routine qui s'installe d'avoir toute ta journée de libre. Et moi, ça faisait longtemps que ça me taraudait de putain, comment, justement, un peu en termes de productivité, tout simplement aussi, comment optimiser un peu ou comment. Autrement, arrêter de souffrir de putain le temps mort passé à l'hôtel, c'est horrible en fait. Parce que ça te faisait souffrir? Ouais, souffrir le mot est fort, non, mais en tout cas... non mais bon, une frustration quoi. Ouais, voilà. Et puis aussi envie de me cadrer un peu. Quand tu sais que le lendemain tu te fais un peu yesh à l'hôtel, t'as tendance à picoler un peu plus la veille, t'as tendance à déconner. Donc j'avais aussi envie de me donner un cadre. C'est intéressant, ouais. Tu vois, une routine dynamique de travail, de faire quelque chose de mes journées, tu vois, ou de ne pas en faire autre chose, tu vois, genre dormir, parce que t'as déconné la veille. Ouais, c'est intéressant parce que ça nous livre aussi, je pense, quelque part un peu aussi un aspect... L'alcoolisme est assez répandu dans la musique, parce que tout le monde est très content à chaque concert que tu viennes dans sa ville jouer, et tout le monde te fait plein de cadeaux et c'est dur de pas être poli et quand tu commences à boire un coup poli à midi et que tu finis ton coup poli à 3h du mat, ça peut faire beaucoup de coups polis dans la journée. Clair. Donc bref, il y a une hygiène à avoir qui est aussi liée à ça effectivement, et donc je raconte volontiers. Je cherchais une sorte d'hygiène, de routine et à travers le travail, mais l'épanouissement aussi évidemment d'une autre passion donc que j'ai, qui est de gérer ma vie sur le plan administratif, sur le plan organisationnel. C'est quelque chose qui me plaît, moi, de m'organiser avec des outils. T'as pas, comme on dit, phobie administrative? Non, pas du tout. Ouais. Moi, je me situe toujours comme quelqu'un qui n'a pas peur du tableau Excel, quoi. Tu vois, parce que je sais que plein de gens ont cette peur. Alors, moi, j'ai jamais compris aussi les gens qui... J'avais rencontré des gens qui ils ouvraient jamais ils étaient plusieurs. Ils ouvraient jamais les courriers recommandés, etc. Tu vois. Ah oui, par peur de ce que tu vas avoir dedans. Ouais, voilà, pour pas avoir ensuite à traiter ce qu'il y avait à faire. Tu vois, c'était même pas que c'était forcément un truc négatif, mais c'était toujours des choses administratives. Oui, t'as ceux qui font ça avec la santé, qui vont pas faire le check alors qu'ils ont un truc bizarre. Ouais. Alors que ton truc bizarre, il va te sauter à la gueule en pire dans un an. C'est ça. Voilà, sur la santé, c'est vrai, c'est encore pire. Mais comme quoi, nous sommes donc bien, je force la main à tout le monde là, nous sommes bien des êtres de langage, de symbolique, qui fétichisent leurs outils ou qui ont peur de livrer. Enfin, tu vois, plutôt dans notre discussion. La procrastination, ça se manifeste de plein de manières sur différents sujets. C'est pas toujours. Il y a des gens qui procrastinent certains trucs et pas du tout d'autres choses. Enfin. Moi, en tout cas, j'ai ce plaisir, donc, qui te parle sûrement, moi, Excel n'est pas une purge. Alors, je peux me faire peur avec mon Excel, et je peux des fois trouver qu'il me sert à rien, et je préférerais faire comme certains potes, rien, et puis le truc peut se gérer. Voilà, j'ai pas de leçon à donner, tout est possible, je pense, tout marche à des moments. Je préférerais savoir jongler de l'un à l'autre, justement, savoir des fois pas faire un Excel parce qu'il n'y a pas besoin, pas d'over-engineering, et savoir le faire. Bref, pour parler en tout cas de la pratique des outils, donc là c'est proactif, j'y vais. J'ai donc ces journées qui sont un peu mortes, et j'ai cette appétence, et j'ai des projets à gérer tout simplement. Déjà j'ai mes enfants, moi j'ai des enfants, j'ai ma vie familiale, j'ai ma compta, je roule pas sur l'or, donc j'ai envie aussi de l'optimiser un peu. Justement, j'ai envie de me faire plaisir, mais aussi savoir me tenir un peu. Voilà, donc en gros, suivre. Et effectivement, moi, je l'exprime en gérant. Voilà. Et donc, en étant, effectivement, je te dis, je suis même à 2 doigts de me faire une petite formation de compta, tu vois, pour dire à quel point je suis un malade. C'est que ça pourrait m'intéresser. Quelque part, ce côté un peu, justement, que tu nous décrivais de musicien, compositeur, multi-activité, tu vois, c'est un peu comme un freelance, je veux dire, tu gères une activité, c'est ça. un peu d'entrepreneur, enfin, tu vois, donc le mot gérant, tu vois, comme gérant d'une SARL, c'est pas très sexy, mais c'est un peu ça, c'est ça. C'est ce que sont aussi les artistes. Mais je vais même dire, je pense que j'ai un peu une pudeur avec moi-même, justement un peu, c'est pour ça que je me marre sur le truc compta, le fameux comptable super sexy. Écoutez les amis, moi je suis en train d'essayer de me raisonner, à me dire, non mais Romain, t'aimes ça ? En fait, ça te rendrait heureux de maîtriser le truc.
Ouais. de savoir enfin quoi mettre dans le formulaire 2032C, tu vois. Ouais. J'ai peut-être tort parce que à 100 balles et quelques par mois de comptable, vaut mieux peut-être le faire. Je verrai, c'est pas encore décidé. Mais bref, voilà, pour dire où j'en suis. Et donc, de toutes ces appétences administratives, j'ai décidé l'année dernière donc de me former au wagon. D'abord, c'est un peu moins administratif, c'est purement dev, mais c'est aussi pour ça que ça n'est pas ça que je fais finalement. Parce que je ne suis pas purement dev, en fait. Et ça, c'est un métier que je préfère laisser faire aux gens qui sont passionnément dev. Tu avais envie d'acquérir les compétences, peut-être, c'est ça, non? Ouais, en tout cas, j'avais envie d'aller la connaissance de comprendre ce que c'est quoi ce métier, Ouais. c'est quoi les mécanismes en dessous. Voilà, et là, tout le monde sait que le wagon est très fort pour leur fameuse formation de 3 mois. On aime, on n'aime pas, ça, j'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai assumé en me disant, je verrai bien, je serai peut-être déçu. Évidemment, ça me semble un peu vite quand même pour prétendre avoir un savoir-faire. Évidemment, c'est mon opinion là-dessus, c'est que non, tu ne sors pas rodé et expérimenté, c'est impossible. Par contre, je dois dire que j'ai vraiment apprécié moi leur format à titre personnel. Ils m'ont pas payé pour dire ça, mais oui, je comprends qu'ils aient, moi en tout cas, à titre perso, je comprends qu'ils aient du succès parce que il se passe quand même quelque chose, tu rencontres des gens, justement, c'est très dynamique. Le réseau du wagon. Ah ouais, c'est dément, tu vois. Et j'ai kiffé. Ils nous ont fait produire un truc de A à Z, voilà, évidemment un peu au forceps à la fin, bien sûr, mais comment croire que ça serait autrement? Faut pas rêver, les amis. Mais quand même pour de vrai, peut-être un peu au forceps, mais pas pour de faux pour autant. C'est pas à ta place, quoi. Non. Donc ça m'a allumé le truc en fait. J'ai kiffé parce qu'en fait, voilà, les outils, justement, Notion, j'ai découvert, Ruby, le langage, putain, que des gens comme moi avec des ordis qui kiffent à mort. Waouh, mais en fait, bien sûr, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, je dois dire, n'en déplaise à mes camarades de la musique, putain, dans la musique, il n'y en a pas des masses, les amis. Oui. Je pense que si jamais, peut-être, je vais peut-être avoir un succès de ouf de mon profil Ezikos et qui compte bien faire des outils pour les musiciens ou le business de la musique, parce que j'ai des petites idées qui partent de vrais... Justement, pour le coup, là, moi, de mon contact quotidien avec ce milieu et donc avec mon expérience ratée d'entreprise, j'espère bien mieux m'y prendre. Et aussi, justement, avec vos formations, la rencontre, le Lean Startup, le machin, enfin bref, tout ce qu'il y a dans cette communauté que moi je reconnais, qui me plaît vachement, qu'il n'y a pas trop dans ma communauté de musique, mais qu'il y a chez les devs, chez les ingés, chez la communauté du no-code. Je pense que je vais un peu présumer dans ce que je vais dire, mais je t'en prie. Je pense que dans la communauté no-code, en tout cas, moi, les traits de caractère qu'on a essayé un peu justement d'évoquer dans le livre, il y a un chapitre un peu là-dessus, quelque part, ils sont... Le dev, c'est quand même un monde particulier. Quoi. Tu vois, j'ai été longtemps dev et j'en ai beaucoup. Il y a un côté un peu psychorigide et tout. Enfin, je vais me faire insulter en disant ça. Et c'est bête de généraliser parce que c'est pas le cas de tous les devs. Je pense qu'il faut l'être un peu. Mais c'est un métier très technique, tu vois. Ouais. Et c'est normal. Et pour être bon dev, il faut être vraiment à donf. Tu vois, faut être un peu matrixé, quoi. Ouais. No-code, ce que j'aime bien, c'est quelque part, et je vais faire un espèce de raccourci hyper bizarre, mais je pense que c'est quelque part entre la musique et le dev, tu vois. C'est qu'il y a un peu, il y a des gens déjà qui ont des backgrounds très différents, mais surtout même au niveau de la compétence, il faut être pragmatique. Il faut utiliser les outils, il faut juste ce qu'il faut, tu vois. T'es pas obligé d'être hyper technique. Par contre, tu dois comprendre un peu ce que les gens font, tu dois être un peu passionné, tu dois être un peu humain pour comprendre l'utilisateur final. Enfin, parce que quand t'es dev, t'es pas obligé. Quand t'es dev dans une grosse équipe de dev, t'es pas obligé de comprendre le besoin du mec à la fin, des trucs que tu construis. Tu as juste besoin de faire ce qu'on t'a demandé. Et ça, des fois, c'est un peu dommage. D'ailleurs, il y a des devs, vraiment, tu leur dis, je fais ça, ils font ça, ils te le livrent. C'est fini, il n'y a rien de... C'est que des techniciens, quoi, un peu brutaux. Et des fois, il y en a besoin, parce qu'il y a des problématiques où tu as besoin d'un mec qui va réussir à te faire un algo, un truc hyper puissant. No code, je trouve qu'on est souvent dans des sujets un peu plus larges. Et tu vois, moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est beaucoup plus humain. Et tu vois, je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que ça te... Ça me parle très bien. Si, ça me parle très bien ce que tu dis. Il me semble que tu es en train de parler, je vais le traduire avec mes mots, d'une sensibilité. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Clairement. Je pense, pareil, n'en déplaise aux devs que je respecte profondément, et effectivement, même dont j'ai besoin de gens qui ne sont pas chargés d'affect. Quelque part, on a besoin de gens des fois qui s'en foutent un peu de savoir si tous les devs ne sont pas des robots. Non, bien sûr, là on fait des généralités, c'est pour ça que j'espère qu'on vexe personne. Mais ou alors, voilà, j'espère juste que les gens sauront entendre correctement ce qu'on dit. Mais moi, je rebondis sur ce que tu dis dans le sens, justement, confère un peu ce que j'ai dit plus tôt, qui est difficile quand même. C'est peut-être pour ça que des gens s'en protègent complètement en étant purement technique. Ça fait pas de des cons du tout. Du tout. Au contraire, ils savent très bien où ils se mettent pour être bien. Et c'est bien ce qu'on souhaite à tout le monde, être là où t'es bien. Donc bravo, que ce soit clair. Fin du parenthèse. Mais les outils no-code, moi, ils me permettent de faire un truc que je me rends compte au fond que c'est ça que je veux réussir à faire. C'est pour ça que je dis confère ce que je disais tout à l'heure. C'est que moi, là, par exemple, et on va parler du truc que j'ai fait pour Enfance et Musique, pour la boîte de mon père, là,
lâche le bébé, en fait. File-le dans les mains des gens qui l'utilisent. C'est pour ça qu'il y a des gens pour qui c'est insupportable. Peut-être certains devs, justement, qui veulent pas voir ça. Voir le truc, pardonnez-moi les amis, limite porno, de regarder les utilisateurs utiliser ton truc et faire ce qu'ils veulent. C'est pornographique, les amis. Je veux dire, c'est horrible. Tu vois, ça peut l'être. On n'a pas envie de voir ça. Je veux dire, et pourquoi je vous pas dis ça ? Pas toujours, ça dépend. Il y a des devs aussi qui aiment bien, tu vois, voir la finalité. Quoi, pourquoi je dis ça ? Mais par exemple, monter sur scène et tirer la langue avec mon guitare, et je me prends pas pour un autre, je me prends pas pour un Superman du tout. Je sais pas vraiment pourquoi je le fais, mais je comprends complètement qu'il y a des gens, ils veulent juste être dans la salle, voire même ils veulent pas être dans la salle parce qu'ils kiffent pas. Comme disait Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, Renoir. Tu vois, ça dit ce que c'est que l'artiste doit faire. L'artiste, il doit faire son truc. Mais alors là, qu'on n'aime pas, c'est normal. Enfin, tu vois, toutes les strates de j'ai envie de voir ça ou pas. Bah oui. Et je pense qu'il y a quelque chose, je rebondis, je sais pas, mais je crois pas être trop loin de ce que tu disais. En tout cas, moi, je le traduis comme ça pour moi. C'est pour ça que je disais, ça m'émouvait presque. C'est-à-dire que oui, moi, par exemple, le no-code, en fait, c'est une expression plus à l'endroit de où moi je suis, sans comparer avec personne finalement. En fait, mon besoin, il est d'être plus rapidement dans le filer à quelqu'un qui essaye, modifier plus vite aussi. Dans l'exécution, faire les choses, mais pas la technique pour la technique. En tout cas, sans l'outil, tu vois, tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, l'outil qui est aussi ce qui te prive de ce qui faisait que tu t'es mis à utiliser l'outil. Qui peut l'être, ce fameux double tranchant. Le propre outil que tu as pris pour faire quelque chose peut être ce qui va t'empêcher de faire ce quelque chose. Dans cette fétichisation dont j'essaye de parler, j'espère, enfin moi je crois ce que je dis là, je sais pas si... Voilà. Et le no-code, mais bien sûr tu peux geeker des années, c'est bien, voilà, bref on a déjà dit toutes ces choses-là, voilà, le no-code, il y a un outil par jour qui sort, je sais pas quoi, vous le dites vous-même, vous vous mettez en garde d'ailleurs. C'est aussi une communauté qui sort des trucs, il y a une appétence pour l'outil, il en faut, mais effectivement, c'est... Bon, pardonnez-moi, je fais trop long. Voilà, mais c'est ça. Alors, on fait le truc pour que les gens concrets. Bah, mais non, mais pas plus tard. Qu'est-ce que fait... Donc, déjà, c'est une asso ou c'est une boîte ? C'est une asso, c'est une association, la boîte de mon père. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font depuis 40 ans, ils partent du postulat que la musique joue un rôle dans l'éveil du tout petit. Donc le tout petit, c'est vraiment le nourrisson, le 0-6 mois, 0-12 mois, 18 mois. Vous savez, les parents là qui parlent en mois. Jusqu'au jour où on a des enfants, on se demande mais pourquoi 24 mois, vas-y, dis 2 ans. C'est vrai. 28 mois, putain, vous êtes vraiment relou quoi, les parents. Je pense exactement ça. Tous ceux que ça fait rigoler comme toi, j'espère, si jamais ils veulent ou ils ont la chance un jour de réussir à avoir des enfants, parce que c'est pas toujours facile, j'en sais quelque chose, ils comprendront, parce qu'effectivement, en fait, il se passe des choses en semaines, en mois, dans l'évolution d'un nouveau-né. Et la musique joue un rôle à toutes ces étapes-là. Et ça, c'est le postulat de la sauce de mon père, qui a donc développé un savoir, qui a fait des travaux, des recherches psychologiques, d'Olto, l'enfant est une personne. Il faut bien se dire qu'il y a encore je suis peut-être un peu vache, mais il y a encore 60, 70 ans, c'est longtemps, mais pas si longtemps, pour les médecins, un nourrisson, c'était un tube digestif. Ça sentait rien. Tu lui plantais une aiguille, comme moi j'ai vécu ça parce qu'il avait un pneumothorax à la naissance, une bulle d'air coincée dans le poumon, tu lui plantais une aiguille pour faire passer l'air sans anesthésie, tu vois, c'est pas grave, c'est un nourrisson. Enfin, on comprend pas ce qu'il dit, en fait pas du tout. On est des êtres sensibles, de langage et tout dès le début. Donc la musique joue un rôle là-dedans. Okay. Pourquoi moi je fais un outil no-code aujourd'hui pour cette boîte ? Parce que de fil en aiguille, ils ont développé différents secteurs d'activité. Et il y a un des secteurs d'activité, en gros ils sont centraux dans le milieu des professionnels de la petite enfance. Enfance et musique est très connu comme grosse association, ressources, de savoir, très pertinente, en cheville avec le ministère de la Culture et tout. Donc très très reconnu en termes qualitatifs et de savoir. C'est un hub, c'est un pôle de réseau. D'accord ? Ils animent le secteur de la petite enfance. Et à ce titre-là, ils doivent gérer un festival jeune public à destination des professionnels uniquement, qui a lieu dans la ville de Gennevilliers, en région parisienne, en février 2025. Et eux, en tant qu'enfance et musique, ils s'occupent de la billetterie. C'est-à-dire, les professionnels vont pouvoir venir au festival sur 10 jours. Il y a genre 70 représentations dans 6 ou 7 salles différentes de la ville, tu vois.
la ville entière, c'est placardé de partout dans la ville, le festival jeune public, les rencontres professionnelles et les présentations de spectacles pour les compagnies qui produisent des spectacles. En gros, c'est le marché, si j'ose dire, entre les pros qui vont pouvoir programmer des spectacles. C'est un peu le festival d'Avignon, tu vois, du théâtre, quoi, mais pour la petite enfance. Voilà. Donc c'est anecdotique pour tous ceux qui ne sont pas de ce milieu, mais pour ce milieu, c'est un endroit important. Donc il y a quand même c'est pas rien ce festival à gérer. Et Enfance et Musique doit en gérer la billetterie. Et jusqu'à maintenant, il faisait ça, si j'ose dire, avec papier, stylo et téléphone. Et alors là, je suis à plein dans votre truc, justement. Là, tu vois, c'est-à-dire que là, et je le moi dis, j'adore quand j'entends des gens qui gèrent des trucs comme ça. Ah non, mais là, je t'explique. 800 inscriptions, des professionnels qui doivent pouvoir voir le maximum de spectacles, mais pas deux fois le même. Alors que le même se joue plusieurs jours différents dans la même salle, tu vois, c'est un spectacle, c'est plusieurs représentations. Vous voyez les amis, là on rentre dans notre truc là. Modèle de base de données. Merci. Là déjà. Merci, je revois tes cours là. Voilà. J'ai de la chance, j'ai un cas concret que je peux faire tout de suite. Tu vois. Et moi, de me jeter à l'eau, donc de leur avoir dit, donc j'entends, donc vu que je les fréquente, et vu qu'ils savent que j'ai fait cette formation au wagon, puis au truc, ouais Romain, donc mon père de me dire, ouais Romain, avec tes trucs là que tu as appris à faire, je crois que tu pourrais aider Vanda là au spectacle, parce que voilà, les années précédentes, ils l'ont fait, ils et elles l'ont fait, ils s'en sont sortis, mais c'était quand même un peu painful, quoi. Parce que les modifications, un spectacle gratos, donc les pros, t'imagines, c'est gratuit. Il faut qu'ils voient le plus de trucs possible. Donc évidemment, on les laisse s'inscrire au plus de trucs possible. Mais en fait, eux, ils ont un PDF avec 60 représentations à cocher. Bon, ils reçoivent des PDF. Déjà, ils reçoivent un papier. Donc, double saisie, triple saisie, quadruple saisie. Les erreurs, évidemment, qui s'accumulent. Les gens qui ont rempli un PDF, les pros, eux, basiquement, personne n'a le temps. Tu es devant ton PDF, tu coches toutes les cases. Mais en fait, tu as coché 3 fois, 3 spectacles différents, lundi à 9h30. Il aurait fallu qu'on t'évite les doublons, les machins. Mais, bon, bref, une purge qui faisait avec papier, stylo et tableau Excel, tu vois. Plus jamais ça. Donc Romain, Romain, il paraît que tu as des outils là que tu peux utiliser, que tu saurais faire peut-être, qui leur permettent d'éviter ce qu'ils ne sauraient trop même décrire. Et moi d'y aller à fond. Et là, big up à vos formations et au fait que je me suis jeté à l'eau. Donc depuis 3 mois, je design de A à Z, avec Guillaume aussi, que je salue, qui travaille chez Enfance et Musique et qui est très talentueux en dev, etc. Je design avec eux et avec l'équipe la digitalisation de l'entreprise à cet endroit-là. C'est-à-dire formulaire, inscription en ligne, doublon, fill-out, abonnement partout, Airtable. Et donc ma stack, Airtable, fill-out, Software pour une interface, plutôt vers la fin, mais les interfaces d'Airtable là sont tellement bien, moi, que j'ai tout fait avec ça. Mais fill-out, j'en mets, je suis hyper curieux. Mais moi, je suis en train d'apprendre là, donc j'ai pas encore tout creusé. C'est génial d'avoir des cas d'usage très concrets pour pratiquer, pour être challengé un peu aussi. Parce que j'imagine que là, dans ce que tu me décris, d'avoir des trucs quand même. J'ai fait des trucs dans mes journées d'hôtel pendant la tournée d'FFF, je vous dis, les amis. Est-ce que je suis en train de livrer là le truc et ça marche. It works. Ça, c'est le plus important. Probablement qu'après, tu vas avoir des inspirations. Mais juste, je suis curieux un peu, moi, c'est la question que j'aime bien poser toujours, justement, au-delà de la technique, comment humainement tu as réussi à recueillir le besoin? Est-ce que tu t'es posé avec eux, tu les as fait parler, tu as modélisé, est-ce que tu as improvisé? Écoute, franchement, Alexis, et je le dis à tout le monde, tu m'as pas du tout demandé de citer Contournement ou quoi, mais c'est ma réponse et je la donnerai à Jean-Claude pour une radio bidule si je parlais à d'autres gens. Hein. Je veux dire, ce serait la même. Que tu auras l'occasion. Ce serait la même. Moi, c'est la formation. Quoique je ne l'ai pas suivi intégralement, mais ça m'a aidé. En tout cas, ça m'a donné un cadre mental. Je ne l'ai pas revu 3 fois, suivi au pied de la lettre pour autant, mais la formation que vous venez de sortir sur l'intégral, je ne sais même plus comment vous la nommez, l'intégral. J'étais tellement dans le jus que je te dis, j'oublie même le titre de votre formation, mais celle qui fait vraiment justement gestion de projet, prise où il y a plusieurs intervenants et intervenantes différents. Voilà, justement, prise des besoins, attention à ci, attention à ça, le devis, le bidule, le contour de ce que tu vas faire et de ce que tu vas pas faire, le suivi. Je suis tombé exactement en même temps dans ce projet-là, qui est exactement celui que vous donnez en exemple, c'est-à-dire justement prendre les besoins, rencontrer les gens, savoir leur faire dire correctement leurs besoins, border avec eux, ne pas oublier que tu vas devoir les former à l'outil que tu vas leur faire. Enfin, là, je suis exactement dans ce truc-là. Mais tu vois, justement, c'est marrant parce qu'en fait, on n'en avait même pas parlé, donc je ne savais même pas, tu vois, c'est cool si ça t'a servi. Mais j'aime bien, tu vois, quand tu dis que, et nous, c'est ce qu'on incite les gens. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que ça fasse tilt, tu vois, que de l'avoir en tête. C'est pas une méthodo hyper stricte à appliquer.
c'est une méthodo, mais t'es pas obligé Donc ça, tu vois, j'aime bien. Tu vois, tu dis déjà, ok, ça t'a peut-être invité, tu vois, enfin, à attirer ton attention sur certains points, sur le déroulé, et après, tu fais... Vous m'avez attiré l'attention sur un truc que déjà au wagon on avait vu un peu justement, et c'est ça, c'était très chouette, c'était complet aussi à ce titre-là. Le wagon, vraiment, ils te font faire en fin de formation, quand tu fais ton fameux projet, justement déjà dans l'équipe qui fait quoi, le leadership aussi, justement, la prise d'infos, présenter ton truc, c'est très chouette à ce niveau-là, même un peu théâtral, je veux dire, j'ai beaucoup aimé qu'ils fassent ça. Et vous, à ce titre-là, pareil aussi, donc pour dire, ce qui m'a... Si je dois en parler en un truc, le plus important là de ces 3 mois où je livre là et où ça se passe plutôt bien, pourvu que ça dure, je touche du bois là, ma petite table, c'est que je me suis appliqué à être sûr de bien identifier les besoins où ils avaient morflé. Même pas leurs petits souhaits bidules, que j'ai jamais pris de haut ou méprisé, mais ça m'a servi tout du long, et pour moi, pour garder le nord, et pour eux, pour leur rappeler à eux leurs besoins, parce qu'eux-mêmes oubliaient pendant qu'on faisait l'outil, fétichisant le truc aussi, le plaisir même d'être en train de s'en sortir, mais quitte à retomber dans un autre trou, le trou de l'outil. Les clients aussi des fois peuvent inciter à faire des choses qui servent à rien. J'ai passé mon temps à proposer de se rappeler les 3 points dans l'ordre qui vous avaient fait souffrir et s'assurer, mais même pour moi, hein, s'assurer que j'étais le Nord, quoi. S'assurer qu'on était toujours en train de s'occuper de ça, tout en faisant autre chose, en kiffant, en faisant un joli truc, en discutant, en digressant, en procrastinant. Bien sûr, on n'est pas devenus des machines. Mais man, les gars, les besoins, ou à l'image du lean aussi un peu, je veux dire, si ton truc c'est d'aller d'un point A à un point B, comme dans vos trucs aussi vidéo, là, le petit skateboard, qu'on comprend pas vraiment, à la fois l'image est géniale, et à la fois qu'est-ce que c'est dur d'être sûr que tu es en train de faire un skateboard, tu vois. C'est sûr, j'ai toujours pas de réponse, moi. Il y a la théorie, putain. Et puis il y a, en fait, dans la pratique quand même, et même là de vous en parler et d'avoir ce cas concret que je suis en train de vivre, je ne sais toujours pas, je ne pourrais toujours pas dire c'est quoi le skateboard que j'ai fait pour eux aussi. Je pourrais même pas te dire, dans ce que j'ai fait, c'est quoi la partie skateboard. Tu vois, je suis pas sûr, parce que je crois quand même, je sais pas ce que tu en penseras et ce que les auditeurs en penseront, mais de toute façon, on s'enflamme quand même un peu, on en fait plus, on en fait moins, on perd un peu de temps. Enfin, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je crois avoir un peu vécu. Je suis pas sûr d'avoir malgré tout maîtrisé, même si je sais. Ça dépend après de ce que tu as produit, tu vois, à la fin. Parce que des fois, il y a un truc, c'est de parler, d'évoquer toutes les possibilités, mais à la fin, c'est qu'est-ce qui est implémenté vraiment, quoi. Est-ce que dans ce qui est implémenté vraiment, il y a des choses qui servent à rien. Et puis oui, de toute façon, c'est énorme. C'est pour ça qu'on itère, de toute façon. Enfin, quand j'ai fait la... D'ailleurs, tu as raison de reparler d'itération, parce que je pense que j'oublie moi-même qu'en fait, on a itéré, souvent. J'ai l'impression que j'ai livré là, que limite, je l'ai trop gardé pour moi, alors que c'est pas vrai. En fait, je leur ai beaucoup montré le truc et tout. Mais c'est vrai que ce n'est que là, au bout de 3 mois... Mais il faut voir ce qu'on a fait. Je te dis, on passe de papier-crayon et je peux vous refaire la liste de tous les besoins. Là, j'ai fait carrément l'outil interne et externe, puisque les pros s'inscrivent sur un formulaire qu'ils peuvent modifier. Le formulaire, j'en place une pour Fill Out, désolé pour la pub, mais c'est pareil, j'ai pas de sponsor. Mais je veux dire, là, les alertes que j'ai fait, alors à la mano, j'ai aussi vu dans l'aspect no code, en retour aussi, par rapport à quand on dev son truc sur mesure, putain, tu bricoles aussi, t'en passes certaines heures à faire un truc à la main 50 fois pour qu'à l'arrivée, ce soit une sensation d'automatique. Mais c'est cool. C'est cool quand tu sais que c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que moi, je crois vraiment que j'ai pas été trop mauvais si je dois m'envoyer une fleur, mais je suis juste content pour moi parce que sinon ça aurait été douloureux. C'est que je crois, il y a sûrement eu de la déperdition, mais quand j'ai passé 10 heures à faire toutes les alertes à la main sur mes 45 champs record picker qui vont dans la même table pour sélectionner des représentations, et là j'ai bien dû faire à la main des messages d'alerte ou le disable du bouton suivant pour que les gens soient bloqués parce que nous le voulions, et qu'avec les gens pour qui je bossais, des règles. J'avais bien précisé avant, on est d'accord qu'on assume la friction horrible qui va faire pester les gens devant le formulaire. Putain, je peux pas avancer, j'ai un doublon. Tu sais, le fameux doublon dans les formulaires, la petite astérisque rouge qui nous fait tous chier, tu vois, à des moments. Mais qu'en fait, on a peut-être fait exprès parce que, bah oui, on a transféré sur toi la charge de l'effort. Et qu'à un certain endroit, c'est notre job, tu vois. Bah oui, pour après recevoir des données. Et ça, je l'ai travaillé avec l'équipe. Et je crois que ça me rend très heureux. Et donc, aussi, merci à vous par rapport à ça, à cette formation au sens transfert de savoir interhumain intéressant qui épanouit, pas juste votre formation que vous vendez. Tu vois, je veux dire, vraiment votre truc bien fait, quoi, cool, qui insiste sur un truc que à l'arrivée, tu le vis humainement dans ton vrai projet et que ça se passe bien grâce à ça. Tu vois, j'ai kiffé. On savait
pourquoi même les trucs relous du formulaire, que ce soit pour nos users ou pour moi, quand je faisais à la main les doublons qui doivent s'afficher comme des doublons, peut-être que toi tu m'apprendras à faire autrement, mais et je veux dire, je crois qu'on l'a bien fait aux bons endroits. Et c'est ça que j'ai envie de dire qui me reste de toute cette histoire-là de formation, de vous, de moi, de mon expérience là que j'ai vécue. Ce qui me rend heureux, c'est évidemment que ça marche, mais ce qui marche, c'est que ça adresse les quelques besoins critiques qui étaient pointés. Voilà, je vois ton sourire. Super. Je sais pas si c'est parce que je fais un laïus d'une heure. Non, je souriais parce que déjà, je suis content d'entendre ce genre Alexis de choses. souriait là pendant que je parlais. Mais aussi parce que je trouve que tu nous amènes, ça fait 1h40 qu'on parle. Oh putain, 1h40. Non, mais je trouve que c'était une conclusion un peu parfaite, mais j'ai quand même envie de te poser une dernière question. Ah bah vas-y. Qui est un petit peu, c'est quoi le futur pour toi? Ah bah là, mon pote, écoute, ma mère a un petit chalet dans un village vacances dans le sud de la France, Okay. où il y a 700 chalets et, et je vais probablement... et donc, une équipe d'animation, des commerces, une SCI qui a l'immobilier, une barrière à l'entrée, des plaques qu'il faut lire automatiquement, des cotisations à payer, bref, etc. Et il est possible que... je vais probablement avoir à deviser, faire un devis, une proposition pour peut-être être celui qui devra... un peu de la même manière, refondre, proposer en tout cas un système qui centralisera la question des données, donc une question, mais là pour le coup en mode critique RGPD, etc. Parce que là on parle de clients, de trucs, de locataires, de propriétaires, de droit d'entrée avec la barrière, de sécurité. Ouais. Voilà, chers amis, ma prochaine étape, Super. c'est direct un truc comme ça. C'est l'outil central, la base de données centrale sur laquelle viendront se plugger autant le commerçant que le proprio qui loue son chalet, que ouvrir la barrière. Tu vois. Et Hyper ambitieux. est-ce que ça, tu vas le faire dans des hôtels pendant une tournée, ou est-ce que ça, c'est une activité, enfin, tu vois? Bah, t'as bien raison de me poser cette question piquante, parce que je vois bien que c'est quand même assez, et en termes de responsabilité et en termes d'ambition, justement, assez balèze. Mais je dois vous dire que je sais pas encore. Je sais juste que j'ai grave envie de le faire, quoi. Ouais, non, mais... Donc, ça sera probablement et à l'hôtel, parce que je compte bien continuer à jouer en tournée. Il est hors de question que j'arrête la musique. Mais par contre, que dire oui à un projet comme ça et m'engager à le faire avant même de savoir. Voilà, il était assez fou et assez naïf pour pas savoir que c'était impossible. Alors, il l'a peut-être fait, Romain l'aura peut-être fait. Et puis, j'imagine, mais j'ai trop envie, là, quoi. tu nous as décrit plein de choses différentes. C'est probablement que ça peut se faire en plusieurs étapes, en plusieurs lots, comme on dit. Il faut que je continue à me former. Une brique après l'autre. Et puis, je pense que maintenant que j'ai ton numéro, je vais te saouler. Tu me diras, écoute Romain, attends, va voir la formation. On a une formation pour ça. Comme tu le sais, en plus, on a aussi un système de mentor maintenant. Bah oui, je sais très bien que tu fais ça. Non, et puis même à la communauté, peut-être des gens qui nous écoutent là, que j'espère bien rencontrer, parce que justement, je pense que moi, là, il faut que je commence à aller au meet-up. On espère te voir un premier mercredi du mois. Ouais, voilà, j'espère que notre propre rencontre à tous les deux, moi, m'amènera à passer à l'acte de ça, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais c'est clairement un souhait, quoi. Voilà. Avec grand plaisir. Écoute, franchement, je pense qu'on est sur une très belle conclusion. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Franchement, c'était hyper cool. Ok. Et puis, j'espère que les gens auront apprécié. Mais en général, aussi. Je sais que quand moi j'ai passé un bon moment, les gens aussi. Ok. Et ceux qui écoutent encore jusque-là, n'hésitez pas à nous envoyer un petit emoji. Voilà, vous pouvez écrire à Romain. D'ailleurs, c'est normalement ma vraie dernière question, c'est ça. Où est-ce que les gens peuvent te suivre éventuellement? Alors moi, c'est Instagram, clairement. Ouais. Rom Caillard, ROMCAI2LARD, comme un gaillard mais avec un C. Rom Caillard. Je mettrai les liens de toute façon. Voilà. Et je suis pas méga actif pour autant, mais voilà, mes messageries quand même, c'est un outil tellement utile et à la fois, hélas, il faut l'avoir et à la fois c'est génial, tu vois. Ça sera ma petite vibe à moi pour continuer à me faire connaître à ce titre-là, me présenter à vous. Mais non, j'adore. Et Rom Caillard sur Instagram, c'est tout. Et puis après, voilà, c'est ceux qui veulent me chercher me trouvent aussi sur YouTube, mes petites chansons piano. Je mettrai les liens de toute la façon, vidéo avec Catherine Ringer. Vraiment, ça dont je suis très fier. C'est la dernière vidéo, évidemment, je crois, d'ailleurs, sur ton... Pardon ? C'est la dernière vidéo qui a été postée, je crois, sur ton... ta page. Ouais. Mais je mettrai de toute façon tous les liens. Et puis, voilà. Ouais. Merci. Mais en tout cas, je viendrai au meet-up. Voilà, c'est avec grand plaisir. Voilà, si vous voulez croiser Romain, que vous êtes à Paris, venez à un prochain meet-up. Ouais, je serais curieux de rencontrer des gens qui auraient entendu cette interview là ici. J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'avec la longue pause que j'ai fait, j'ai pas perdu tous mes auditeurs.
Mais non, pour toi. on verra. En tout cas, ce sera, les gens qui ont écouté jusque-là, c'est les gens vraiment de qualité, quoi. Ah bah Franchement, ouais, j'imagine, ouais. Putain, ils me diront si ma voix leur a cassé les oreilles parce que je sais que j'ai une voix au perché qui peut attaquer l'oreille. On verra si t'as bien bossé ton mixage. On verra, ouais. Tu vas devoir m'aider là-dessus. Ok. On en reparlera. Salut à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Alexis, je te serre la pince. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.